L'escroc, il fait un vocal à mon père. Ouais papa, c'est pas mon numéro, mais c'est normal, c'est parce que justement j'ai perdu mon téléphone, là je suis à l'étranger, je suis un peu dans la merde, j'ai plus mon passeport et tout, on m'a volé tout ce que j'ai. Je peux me faire un virement de 1000 euros. Ma tante qui s'était fait arnaquer une somme 3 000 ou 4 000 euros, elle avait cliqué sur un lien pensant être sur sa banque. Je me demande si Thibaut InShape veut pas juste faire un gros majeur à Squeezie. Je dis pas que le MLM est une arnaque, parce que si tu rentres dedans, si t'es bon, tu peux vraiment faire de l'argent. Oui, mais tu vends quand même du rêve. Tu veux qu'on parle un peu de la retraite? Pour toi c'est bientôt. Salopard. Donc écoutez, bonjour à tous déjà. Mais bonjour à tous, bienvenue bonjour sur à toi, Hors des Hugo. Clous, Ouais. épisode 47. Épisode 47. Sujet d'aujourd'hui, Romain, est-ce qu'on a des sujets préparés? Est-ce qu'on n'a pas de sujets préparés? On a préparé quelques sujets, alors divers et variés, j'ai envie de dire, parce que c'était le but de faire un peu une session un peu moins focus sur un sujet précis. C'est ce qu'on a fait la semaine dernière, on a fait trois Ouais, sujets on a très fait trois focus, sujets, donc voilà. là l'idée c'est d'un peu s'éparpiller, quoi. Ouais, c'est pouvoir discuter un petit peu sur des sujets actuels Mhm. qui peuvent vous concerner, qui concernent à la fois le business, mais ça peut aussi concerner le lifestyle, la vie de tous les jours, le quotidien. Putain, Voilà. ça veut dire qu'on va parler de tout et de rien finalement, c'est ce qu'on C'est vient de magnifique. résumer. C'est magnifique. Et bah du coup le premier sujet, mais qui n'est pas des moindres, ChatGPT. Vous connaissez, hein, j'imagine. Si vous ne connaissez pas, eh bien, sortez de la grotte où vous vivez. ChatGPT, est-ce que tu l'utilises dans ton business? Pourquoi faire? Est-ce que tu utilises aussi mid-journée? Quel est ton rapport avec ChatGPT? Ouais, tout à fait. J'utilise, je pense que tout le monde aujourd'hui, enfin du moins la plupart des gens utilisent ChatGPT, la version 4. 4O qui est sorti 4O, maintenant. Là. exactement, la version 4O, Qui fait que de j'avais plus- pris l'abonnement. Plus penser à... Enfin, de plus ça va, plus on se rapproche du truc dans Iron Man, quoi. De Jarvis dans Ouais, Iron Man. c'est assez dingue. T'as essayé la version vocale? Alors, Moi, Clément, parce que c'est Clément qui a eu l'information en premier, il est arrivé au bureau, il a fait les gars, faut que je vous montre et tout. Et la version vocale qu'il a essayé sur l'application est moins performante que dans les démos, tu sais, dans les vidéos promotionnelles où il montre l'outil. Vraiment, tu dis, waouh, c'est parti, quoi, c'est le futur. Et bon, pour l'instant, c'est pas encore autant au point. En tout cas, en français, peut-être aussi que c'est parce que c'est en français je que c'est pense pas que autant au point. je pense que déjà c'est parce que c'est en français. Moi personnellement, j'ai essayé, j'ai trouvé ça vraiment pas mal. Ah, La non, version vocale, j'entends, hein. J'ai vraiment trouvé ça pas mal. Et non, c'est toujours pareil, c'est un outil qui est extraordinaire pour pouvoir te simplifier les tâches de la journée, et même pas que dans le boulot, évidemment. Enfin, si tu compares, je compare par exemple ChatGPT sur mon portable avec mon petit module Alexa, tu vois. Ouais. Franchement, Alexa, à part me donner la météo, et encore une fois sur deux, elle comprend pas ce que je lui demande. Oui. Il y a des gros progrès à faire. Bon, ça va venir à mon avis, mais non, c'est vraiment un outil qui est intéressant. Puis bon, ça permet d'optimiser son temps. Grave. Le temps, c'est de l'argent, déjà dans le boulot. On a des équipes qui l'utilisent également, évidemment, pour de la rédaction de blog. Alors évidemment, c'est toujours une base, tu vois. Mais ça va tellement plus vite. Mais tu sais que moi, aujourd'hui, je me pose un peu la question de comment est-ce qu'on faisait avant, presque. J'ai l'impression, J'ai le même ressentiment. Je l'utilise tellement pour toutes les rédactions. Pourtant, on fait du business depuis longtemps, tu vois. Je me dis, mais putain, mais le temps qu'on prenait pour des trucs nuls. Tu sais, je pense à faire des pages produits sur les sites web, que ce soit pour des clients ou que ce soit pour nos propres sites. Nous, on a souvent des gros catalogues, tu le sais. On aime beaucoup les gros catalogues et du coup, on a beaucoup d'ajouts de produits. Et bordel, on faisait tout à la main, on écrivait toutes les pages produits. Maintenant, faire une page produit, ça prend une fois que tu as les bons prompts, ça prend quelques secondes. Il te met le bon prompt, tu changes le titre du produit pour dire, bah là, le produit qu'on ajoute, c'est ça. Hop, sors-moi tout ça. Et dans le prompt qu'on donne, bien sûr, on veut une liste à puces d'arguments, on veut mettre de l'urgence, on veut souligner les bienfaits, blablabla. C'est génial. Est-ce que tu utilises encore Google? Bah même pour tes recherches dans la vie de moins en moins, parce qu'en fait Google, il y a trop d'étapes. Tu écris ta recherche, derrière tu choisis le lien, et ensuite tu cherches ta réponse dans la page de destination. Donc en fait, autant aller juste écrire ta requête dans ChatGPT qui lui va faire la synthèse. Exactement. Et en plus, tu es beaucoup plus sûr de l'information qu'il te donne parce que lui-même va aller faire cette investigation pour croiser les informations pour te donner une synthèse cohérente. Alors bien sûr, c'est pas forcément fiable à 100%, mais c'est plus fiable qu'un blog sur Google. Parce qu'un blog sur Google, n'importe qui peut l'avoir écrit et dire de la merde. ChatGPT, il va juste vérifier tous les sites qui en parlent et va dire ouais, ok, non. En synthèse, ce qui ressort le plus, c'est que 2 et 2 font 4. En gros. Non, mais je suis d'accord. Moi, c'est vrai que je me suis vraiment mis depuis quelques mois, puisque maintenant je n'ai plus le réflexe d'aller sur Google. Tu vois, encore au début, je trouvais ça extraordinaire, ChatGPT, mais j'avais quand même toujours le réflexe. Tiens, j'ai cherché un truc, je sais pas, la météo à Nantes, je dis n'importe quoi, vraiment. Une question précise sur un auteur ou quelque chose comme ça. J'allais encore sur Google. Alors, et après, je me disais, merde. Je suis con, j'ai ChatGPT, ça a mis un petit peu de temps si tu veux à rentrer, tu vois, mais aujourd'hui, maintenant, j'ai vraiment ce réflexe automatique, quoi.
Moi, c'est la première page de mon iPhone, là, tu vois. C'est l'application. Sur la page de garde. C'est le moteur de recherche. Mais justement, alors Google est en train de s'aligner. Hein, ils sont en train parce qu'ils ont bien compris qu'ils étaient menacés par ce truc-là, donc ils vont sans doute révolutionner le moteur de recherche en intégrant un chat GPT. Mais alors, moi, il y a une petite crainte que j'ai, c'est que alors je sais même pas si c'est un problème ou pas, mais je sens que ça nous rend un peu plus flemmard ou un peu plus con. Tu vois, par exemple, moi j'ai toujours eu quelques lacunes en orthographe, tu le sais, vu qu'on parle tous les jours, et je sais que ça peut t'irriter des fois. Mais c'est mon côté un peu vieux con, tu me connais. C'est bien sûr, bien sûr. Et je sens que ça va pas en s'arrangeant, parce qu'en fait, avant, je devais faire l'effort. Et maintenant, dès qu'il y a de la rédaction sérieuse, donc de la rédaction qui n'est pas une conversation WhatsApp avec un ami, tu vois, dès qu'on sort de ce cadre-là, ben je fais vérifier par ChatGPT. Et du coup, je fais même plus l'effort moi-même, parce que je gagne du temps, de relire mon truc. Donc j'envoie ça. Et en fait, je sens que du coup, ça me fait pas aller dans le bon sens. Et donc je pense à ceux qui, aujourd'hui, ont 15 ans, 16 ans, enfin même tous les plus jeunes, qui vont grandir avec un outil comme ça, qui du coup fait qu'en vérité, typiquement, ce type de discipline sur l'orthographe n'a plus aucun sens. Tu vois, avec des outils comme ça. Parce que dans la vie pro, partout, dès que tu as besoin de rédiger un truc et que ça doit être bien rédigé, tu mets dans une IA. Parce que tu pourrais le faire toi-même pour avoir... Tu perds un temps fou. Tu perds un temps fou, du coup, tu vas à la facilité. Et du coup, il y a ce truc-là. Je me surprends aussi des fois à faire de la rédaction. Et j'étais plutôt bon en rédaction avant, enfin, sans me jeter des fleurs, tu vois. Je pouvais dérouler une histoire et faire un peu de poésie dans tout ça. Maintenant, vu que j'écris de moins en moins, vu que c'est ChatGPT qui écrit, dès que je dois écrire moi-même, je me dis, oh putain, j'ai pas d'inspi. Ou alors, j'arrive pas à me concentrer tout simplement parce que ça demande trop de temps et d'énergie. On en avait déjà parlé, je crois, dans un précédent épisode, mais c'est vrai, ça va nous rendre débile finalement, cet outil. Alors débile, et encore, c'est peut-être pas le bon mot, puisqu'il faut quand même toujours un esprit d'analyse aussi pour justement comprendre et puis utiliser, même dans la requête que tu vas faire, tu vois déjà. C'est une autre intelligence. Ouais. C'est un autre type d'intelligence, mais malgré tout, ça nous rend fainéants, et on sait que le cerveau humain fait tout pour éviter l'effort et vise toujours la facilité. C'est comme ça qu'on a appris à survivre aussi depuis des siècles et des siècles. Donc oui, évidemment, ça va pas nous... Enfin, moi, je le vois également, tu vois, j'étais le premier à râler en disant, mais oui, ça nous mène tout droit vers idiocratie. Ouais. Puis finalement, bon, voilà, moi-même, si tu veux, je m'en sers tellement pour tout le temps. Et à chaque fois que je m'en sers, j'ai quand même une petite pointe de culpabilité en me disant, le boulot que je fais là, que je lui demande, c'est pas normal. Je pourrais le faire moi-même, en fait. J'ai la capacité de le faire, mais ça va vachement plus vite. Bien sûr. Donc, puis nos concurrents, en fait, on est en compétition avec d'autres gens qui, eux, vont l'utiliser. Donc, c'est le marché. C'est qu'au bout d'un moment, tu peux pas te dire... Parce qu'on pourrait se dire... Non, moi, je prends mon temps, je ne suis pas pressé. Mais si t'es pas pressé, du coup, t'es moins productif sur plein d'autres sujets. Et du coup, ta concurrence t'écrase. Donc, en fait, il y a de l'inertie qui nous pousse à, dans tous les cas, l'utiliser. Donc, qu'on le veuille ou non, on va devenir con. Je sais. Mais c'est vrai que c'est quand même pratique. Par exemple, tu vois, la fois passée, je vais faire un certificat médical pour mon fils, pour l'école, etc. Ouais. Voilà, tiens, ChatGPT, sors-moi un certificat médical qui dit ceci, qui dit cela, telle date à telle date, pourquoi le truc te fait un truc parfait. Bien sûr. C'est tellement... Enfin, sur ce truc dessus, pour ce truc de petite corvée du quotidien, tu vois, c'est vraiment pratique. Et en plus, alors, associé à Midjourney, ce que je trouve dingue, en fait, c'est que même ma fille qui a 10 ans, pardon, comment dire, elle peut passer beaucoup de temps sur l'ordinateur. Donc, je lui ai en limite son temps d'écran, etc. Vous inquiétez pas. Mais enfin, bref, elle peut passer du temps sur l'ordinateur quand elle a le droit, du moins. Donc, sur mon ordinateur. Et elle adore, en fait, générer. Et elle me disait la dernière fois, alors avec ces mots, mais grosso modo, elle dit, c'est dingue, papa, parce que quand je pense à quelque chose, le ChatGPT me le fait. Et c'est vrai, tu te dis, en fait, tu as une idée d'un truc qui n'existe pas, et il va te transformer une idée brute en quelque chose de visuel, et qui en général, alors des fois c'est n'importe quoi, tu vois, des fois voilà, il faut refaire quelques essais, etc. Mais moi je peux passer beaucoup de temps pour rien, simplement pour m'amuser en fait, à me dire mais qu'est-ce qui va me sortir maintenant, quoi. Et je trouve ça fascinant, en fait, je trouve ça vraiment fascinant. Si ça te plaît pas, en plus, c'est vrai que tu peux cliquer sur le bouton recommencer, donc t'es à l'infini. Et en plus, maintenant, tu peux même changer des morceaux de l'image. T'as vu ça également, t'as une sorte de semi-pinceau, là. Tu peux dire non, ça, j'en veux pas, dégage-le moi, quoi, tu vois. Ouais. Et je trouve ça dingue, et c'est vrai que là aussi, c'est un gain de temps. Par exemple, sur le site Incubox, donc on a un blog, donc on a une personne de l'équipe qui génère des articles. Alors évidemment, c'est plutôt pour du référencement qu'autre chose, mais c'est intéressant d'avoir aussi un habillage
sympathique, avec des illustrations faites par ChatGPT. Il n'y a pas de problème de droit à l'image. Ça, c'est quand même pratique également. Et puis voilà, on lui fait apparaître ce qu'on veut, quoi. Ouais, non, c'est magique. Honnêtement, c'est magique et c'est vrai que ça change la vie sur pas mal de trucs. C'est en train, sur plusieurs plans du coup, parce que tu parlais des articles de blog, c'est en train de mettre des droites à Google à plein de niveaux parce que moteur de recherche, de fait, un ChatGPT commence à devenir le truc qu'on utilise pour nos requêtes. Et au-delà de ça, effectivement, il y a le côté contenu. Google référence notamment du contenu textuel. Tout le contenu textuel se fait générer par les IA maintenant. Et donc, même au niveau de comment est-ce que Google doit référencer les articles qualitatifs ou quoi, ça devient compliqué. Parce que justement, tous les articles... on était à une époque où pour sortir un article de blog, c'était quand même du travail. Et là, aujourd'hui... On est à une époque où tu as des gens qui, avec l'IA, vont se sortir une centaine de blogs par jour. Ouais. Et donc, forcément, pour Google, pour référencer tout ça, ou même pour traiter tout ça, ça doit être un sacré bordel. Je ne sais pas comment ils se positionnent par rapport à ça, mais ils sont mis en danger, en tout cas. À mon avis, ils ont dû quand même se faire une petite frayeur, là, tu vois. Petite goutte de sueur, disant putain, qu'est-ce qu'on fait, les gars? Ou alors, ils avaient déjà réfléchi à tout ça depuis longtemps, les plans étaient là, ils ont peut-être pris un petit peu de retard, tu vois. Ils développaient leur IA depuis longtemps, donc honnêtement, dans l'histoire, j'ai quand même le sentiment qu'ils étaient en train de développer ça parce qu'ils ont compris que c'était la suite logique, mais qu'ils se sont fait doubler par ChatGPT et OpenAI très vite, quoi, et que eux, ils n'étaient pas au point. Et... C'est ça. Dommage. Dommage pour eux, mais par contre, ce que je trouve dommage également, tu vois, par exemple sur YouTube. Cette semaine, on a beaucoup parlé la semaine passée, il y a beaucoup de Thibaut InShape qui avait dépassé Squeezie. Ouais. Alors moi personnellement, je l'aime bien. Beaucoup de gens disent mais moi j'aime bien aussi Thibaut. Le mec c'est un con, il est stupide, etc. Oui, bon, ça vole pas toujours haut ce contenu, mais je dirais il est sur sa propre niche. On lui demande pas autre chose. À mon avis, grave. Tu vois. Même si à mon avis, d'ailleurs, je réfléchissais à ça hier en voyant, je tombais sur ses shorts et un short, 2 shorts. Je dis, tu sais qu'il balance 3 shorts par jour c'est un truc de fou. Mais il est régulier comme une c'est vraiment à l'heure près, à la minute près. C'est tac depuis 10 ans. Donc, par contre, je me disais aussi, ce qu'il fait, c'est peut-être. Alors, on s'écarte un peu du sujet IA, c'est pas grave. Mais après tout, c'est une discussion ouverte. Bien sûr, mais je me disais quand même, en regardant ces shorts hier, donc c'est vrai que c'est génial parce que. Il explose son nombre d'abonnés, il en prend énormément, je crois que c'est 1 million par semaine, 1 million par mois. C'est totalement... en ce moment, c'est totalement exponentiel. En un an, il a pris 9 millions. Voilà. Mais le problème, c'est qu'en fait, j'ai vu un gars sur YouTube qui avait analysé un petit peu l'audience et qui disait principalement, c'est de l'Indien et du Brésilien en ce moment. Ouais. Parce que justement, il y a beaucoup d'Américains également, mais parce que c'est donc la stratégie... Ouais, voilà. Il n'y a pas de texte, il n'y a pas de parole. C'est des mises en situation qui peuvent parler à pas mal de gens à travers le monde. C'est ce qu'il lui a reproché. Et moi, je me dis... Alors, pour moi, c'est une bonne stratégie parce que, en fait, là, du coup, il passe en France en termes d'abonnés devant Squeezie, donc il se fait un gros buzz. Donc, déjà, il se fait un peu de notoriété au passage. Mais je pense que dans 1 an ou 2, c'est oublié le comment. Aujourd'hui, c'est tellement choquant, c'est comment c'est possible? Et là, on explique, il fait des shorts, il a une communauté internationale, donc non, c'est pas le youtubeur numéro 1 en France, en vérité, blablabla. Mais dans 1 an, 2 ans, pour moi, ça, c'est passé à la trappe, c'est oublié. S'il se remet à refaire du contenu, on va dire, plus traditionnel et il fait évoluer son contenu de short, etc., et qu'on n'est plus sur cette démarche-là, dans 1 an, on n'en parle plus de ça. On dira juste c'est le numéro 1. Donc, s'il y a une vision, s'il se projette, c'est très, très malin. C'est ce que tu vois. Même, tu vois, moi, j'avais la vision un peu différente. Je me disais, finalement, avec ces stratégies, il va très vite, un peu comme le lièvre, tu vois. Il va très vite. Par contre, est-ce qu'il se met pas en danger? Puisque finalement, les shorts, donc sa stratégie en ce moment, c'est du short. Très bien. Ouais. Sauf que tu vois son short, imagine un Indien n'a rien à battre, tu vois. Il voit son short, il se marre un coup, il passe à autre chose. 30 minutes plus tard, il a oublié. Il retient pas, si tu veux. Il ne peut pas monétiser cette audience. Déjà, c'est pas monétisé. Déjà, les shorts, première chose. Cette audience n'est pas monétisée. Puis, il agrandit pas, il n'enrichit pas sa communauté. Tu vois. C'est que des personnes, entre guillemets, opportunistes qui vont se marrer un coup, qui vont se barrer et qui l'oublient. Ouais. Et je me demande, est-ce qu'il ne se met pas en danger sur le long terme s'il reste vraiment. Ouais. Ou alors, c'est simplement pour donner un gros coup de boost. Et après, il va revenir équilibrer avec des contenus plus traditionnels, comme il l'a fait depuis déjà un moment. Mais je me dis aussi, ces contenus traditionnels,
Alors bon, il a interrogé tout un tas de gens qui étaient handicapés, qui étaient des sportifs. Il est allé faire des stages corps de métier. sur un porte-avions, dans une centrale nucléaire, etc. Donc, mais au bout d'un moment, tu vois, je me dis aussi, tu commences à avoir fait le tour aussi de beaucoup de sujets. Est-ce qu'il y a encore énormément de sujets de ce genre à traiter? Et c'est ces sujets-là que j'aimais bien chez lui, puisque alors il a toujours... C'est ce qu'on lui reproche aussi. On lui dit toujours, ouais, mais bon, ce mec, c'est un ahuri, il est toujours en train de sourire. Bah oui, bon, ça, c'est très franco-français comme réaction, tu vois. Je me dis, bon, au moins, le mec, il a la banane. Bon, voilà, c'est ton personnage, il est comme ça. Bien sûr. Mais voilà, donc je me demande même, est-ce qu'il ferait pas mieux, finalement, d'avoir une chaîne secondaire uniquement, tu vois, genre Thibaut Short, quelque chose qui va vraiment centrer sur les shorts. Et je sais pas. Enfin bon, après, c'est profiter pour faire un petit monologue de 30 secondes pour faire un super short, justement. Je me demande si Thibaut InShape ne veut pas juste faire un gros majeur à Squeezie. Oui, bah si. Tu avais suivi un petit peu cette histoire avec ce qui s'était passé, etc. Et donc, effectivement, Thibaut InShape vendait des dédicaces à 36 €, etc. Ce qui se faisait déjà beaucoup aux États-Unis, mais pas du tout en France. En France, bon, tous ces trucs-là, c'est trop capitaliste pour nous, donc on râle. Squeezie, qui représente un petit peu, on va dire, le milieu populaire, met un énorme tacle, bam, à Thibaut InShape. Et tout simplement, alors Thibaut s'est exprimé plein de fois sur tout ça et il explique que lui, il comprenait pas pourquoi est-ce qu'il s'était pris un tacle de cette manière-là de la part de Squeezie. Mais donc, même si dans les réponses de Thibaut, ça a toujours été un peu gentil, ça se trouve, ce challenge de passer numéro 1 vient de là. Évidemment. C'est vraiment juste de l'ego et dire, bon, c'est quoi ? J'en suis persuadé. Il y a moyen que ce soit vraiment... Parce que bon, voilà, ça reste un être humain, c'est quelqu'un qui aime la compétition, on le sait. Et puis, il a réagi de manière très intelligente. Je trouve, tu vois, il a jamais agressé Squeezie. Il n'en a parlé que quand on lui a posé la question. Ouais, sur 2-3 plateaux. Il a toujours dit non, mais moi Squeezie, je l'aime bien, je sais pas pourquoi. Bon, voilà, il m'aime pas trop, c'est dommage. J'ai pas compris. Voilà, mais il a jamais été agressif. Il n'en parle pas dans ses vidéos, jamais, tu vois. Alors que Squeezie a déjà taclé pas mal de fois. Et je me dis, il a été très, très, très malin dans cette histoire. Mais je pense qu'au fond de lui. Oh là là, ça devait être la consécration de dire vas-y, je t'ai bien niqué. C'est bien niqué. Squeezie, moi j'adore son contenu et des fois j'ai l'impression que c'est un génie du mal. Genre, tu vois, il a eu des concurrents sur son parcours. Et j'ai l'impression qu'il a réussi à tous les éliminer, alors de près ou de loin, pour des raisons différentes. Cyprien, ils ont coupé les ponts et nous, en tant que spectateurs, on n'a pas le détail. Bon, voilà, ils ont coupé les ponts, sans doute qu'ils ont raison. Juste après que Squeezie ait dépassé Cyprien, d'ailleurs. C'est quand même bizarre. Et Cyprien n'a pas compris pourquoi. Non. Tu vois, et ils se sont pas exprimés dessus. Juste Cyprien, c'est quand même pas mal expliqué dessus, en disant qu'il comprenait pas, justement. On a eu Norman qui a disparu pour les raisons qu'on sait. On a eu Thibaut qui, pendant un moment, avait du coup une grosse ascension, mais qui, c'est pareil, en fait, s'est pris quand même un gros tacle de la part de Squeezie et qui, en vérité, ça a dû mettre quand même un frein à son ascension. Et des fois, bon, peut-être que c'est le hasard. Et en même temps, je me dis, mais le gars, ça se trouve, c'est juste un génie du mal. Il est en train de calculer ses plans, il est en train de dire, OK, là, il y a lui qui monte et tout, faut que j'arrive à le dégommer. Ça, faut que j'arrive à faire sortir les casseroles qu'il y a sur lui. Tac, tac, tac. Et du coup, il garde sa place de numéro 1 depuis un moment avec ça. Bon, après, c'est la petite théorie du complot. Pure supposition. Non, mais je pense pas. Moi, j'aime beaucoup Squeezie à côté de ça. Moi, j'ai jamais été très fan de. Alors, son contenu est très bien. Je veux dire, je critique pas du tout le travail. C'est un gros bosseur, etc. Ça a toujours été un gros bosseur. Il en est là, il le mérite. Mais sa personnalité, j'ai jamais trop accroché. C'est peut-être pas ta génération. C'est pas trop ma génération. Trop excentrique, toi, trop. Non, ça. C'est moins ça aujourd'hui. Mais je vois ce que tu veux dire. Voilà, il a grandi aussi, mais ça m'a toujours. Mais c'est vrai qu'avec cette histoire avec Cyprien, je m'étais toujours dit. Bon, n'empêche qu'effectivement, Cyprien, c'est pas vraiment pourquoi, mais. C'est quand même curieux. C'est curieux. C'est grosso modo. Alors, je sais pas si on peut dire qu'il doit son succès à Cyprien, mais c'est quand même Cyprien qui lui a tendu la main. En partie, en tout cas. Il l'a fait monter comme ça, et voilà. Et c'est vrai que peu de temps après, séparation. Voilà, il s'est écarté, il a voulu vivre sa vie de son côté, etc. Bon, après, ça peut arriver, hein, tu vois. Mais alors, est-ce que là, c'est vrai, je me mets à la place de Cyprien. Je me dis, alors, est-ce que c'était une amitié de façade, toutes ces années? Tu vois, est-ce que c'était une amitié simplement qui le servait très bien, mais qu'au fond, bon. Et c'est vrai que quand tu vois, finalement, ils sont relativement différents comme personnes. Alors c'est vrai qu'à l'écran, ça se voyait pas. Tu vois, ils sont super complices, ils sont trop amis, etc. Mais ils ont des personnalités qui sont très différentes. Grave, bien sûr. Et avec le temps, ça s'est accentué aussi, je pense. Bon, après, c'est tout. Hein. Il y a aussi des amitiés, tu vois. Alors peut-être qu'il n'y a rien de calculateur dans l'histoire. Il y a des amitiés qui s'arrêtent. Et puis, des fois, part sur un autre chemin, quoi. Ouais, non, mais c'est vrai. Donc ça peut être aussi con que ça, ou alors au contraire, c'est calculé. Bon, c'est bien écarté de ChatGPT, mais grosso modo, c'est pas grave, ça fera des shorts. Tu vois, les shorts à buzz. Ouais, là, avec les feats, on mettra un gros titre du genre Il défonce Thibaut InShape ou Squeezie Thibaut InShape, la vérité.
Squeezie est un gros con. Squeezie est un gros con. Bam, short de 20 secondes. Oui, moi je pense qu'il est diabolique. Il a vraiment détruit tous ses concurrents. Qu'est-ce qu'on pourrait pas faire pour buzzer, hein? Bon, écoute, du coup, si on a fait le tour sur ChatGPT et sur Thibaut InShape, passons au deuxième sujet de la journée. Arnaque. Un grand mot-clé. Est-ce que tu as déjà subi une arnaque en ligne ou pas en ligne d'ailleurs? Ouais, j'ai déjà subi une arnaque. Oui, bien sûr. Bolos. Non, j'ai envie de dire heureusement, j'ai déjà subi une arnaque. Ouais. Ok. Pourquoi heureusement? Tu vas nous expliquer. Non, mais simplement, ça m'est arrivé il y a 3-4 ans. Okay. Un lien PayPal, un faux lien PayPal. En fait, si tu veux, j'avais j'ai accumulé, si tu veux, avec Coopert. Je sais pas si tu connais, tu vois. C'est une extension qui te permet de cumuler toujours du cashback, tu sais, sur tout ce que tu peux acheter en ligne, etc. Ouais, je vois. Et c'est vrai que ça s'accumule parce que tu sais, c'est 1 euro par-ci, 1 euro par-là. Bon, je faisais pas gaffe. J'avais au moins, je pense que j'étais monté à une cagnotte au moins de 120 euros, quelque chose comme ça. Ok, trop cool. Et voilà, et j'ai reçu un email très bien fait de PayPal. Tu vois, là, parce que d'habitude, tu as des emails un peu tout pourris, etc. Non, là, et pourtant, c'était il y a 3-4 ans. Hein, très, très bien fait. Et qui m'invitait, en fait, à retirer ma cagnotte. Et en fait, ils affichaient un montant de à peu près 200 euros, enfin 180 euros, comme ça, qui était relativement proche, en fait, de ma cagnotte Coopert. Et je me suis dit, c'est vrai. Bon, je suis même pas allé sur Coopert, j'ai pas vérifié. J'ai cliqué, mais comme un teubé, parce que je veux dire, je sais très bien qu'on peut faire ça. Je n'ai jamais fait avant. Et là, j'ai simplement dit, ah oui, tiens, c'est vrai. Il faut vraiment que je me décide depuis le temps à aller vider cette cagnotte et remettre ça sur mon compte courant. Et donc, j'ai cliqué sur un lien PayPal. Et en fait, qui m'a demandé, alors je vous passe un peu les détails de la manipulation, mais grosso modo, c'était assez simple. Et j'ai remis mon identifiant PayPal, etc. Et en fait, si tu veux, ils m'ont piqué l'argent que j'avais sur mon PayPal, quoi, tout simplement. Donc c'était vite fait, bien fait. Bon, il n'y avait pas, tu vois, c'est pas une arnaque non plus à 10 000 euros, mais ça m'a fait chier. Et en même temps, après j'ai réfléchi, je me suis dit, c'est marrant parce que finalement, ça en dit long déjà. J'ai toujours été fasciné en fait par les escrocs. Ouais. Alors, c'est pas très bien de dire ça parce que finalement tu dis c'est pas forcément des gens cool, tu vois. Et depuis j'en suis devenu. J'en suis devenu. Voilà. Exactement. Non, mais j'aime bien. J'ai toujours adoré les films, tu sais. Par exemple, c'est un film qui s'appelle La prisonnière espagnole. Vraiment, je recommande à tout le monde de le voir. C'est un film qui date des années 90, mais sur une escroquerie ultra bien ficelée, ultra bien montée, tu vois. Et j'aime beaucoup j'ai toujours aimé ces histoires, j'ai toujours aimé les récits, tu vois, par exemple, un mec comme Christophe Rocancourt. Alors, humainement parlant, le mec a pas l'air... je ne comprends même pas, tu vois, je veux dire, quand tu l'entends parler comme ça, tu dis, mais à quoi il a réussi à embobiner des gens, des célébrités d'Hollywood, des millions de dollars, tu te questionnes, parce qu'il a pas l'air... Mais justement, c'est ça qui est intéressant de creuser. Ouais. J'ai lu un petit peu ce qu'il a pu écrire, etc. Et c'est vrai que c'est fascinant. J'aime l'escroquerie quand elle est bien faite. Alors attention, c'est-à-dire qu'il y a 2 types d'escrocs pour moi. Il y a les escrocs qui abusent des faiblesses, et ça j'aime pas. Tu vois, abuser, par exemple, je sais pas, le mec qui va frapper à la porte d'une petite mamie handicapée avec une casquette de livreur ou de plombier, de je viens voir votre truc de gaz. Voilà, exactement, qui rentre et qui pique. Non, ça, je trouve ça dégueulasse. Et c'est pas, pour moi, c'est même pas l'escroquerie, c'est juste du vol avec ruse. Tu vois. C'est pas tout est pareil. Mais il y a des escrocs. Et ce que j'aime bien dans l'escroquerie, c'est qu'en général, les bons escrocs sont ceux que j'admire, on va dire, sont ceux qui arrivent toujours sans violence, par l'intelligence, par la manipulation, à faire en sorte que la personne en face va te donner librement son argent. Et je trouve ça fascinant, tu vois, de dire quels sont les rouages, en fait, psychologiques qui vont amener quelqu'un de lui-même, tu vois, à donner son argent. Et en général, ça s'appuie toujours sur une chose, c'est l'avidité. C'est-à-dire que, tu vois, par exemple, Rocancourt, il a escroqué tout un tas de gens qui étaient très riches parce qu'il leur faisait miroiter, en fait, des bons plans d'investissement, des choses, pour devenir encore plus riches. Et je me dis, ça joue toujours sur l'avidité, la gourmandise, tu vois ce que je veux dire. Et c'est ça, j'aime bien, en fait, dans ce type d'escroc. Donc, pour revenir à mon sujet, oui, je me suis déjà fait arnaquer. Je me suis encore un peu éloigné. Mais ça m'a donné une bonne leçon. Et en fait, une leçon qui coûte pas cher en plus. C'était pas une grosse somme. Du coup, c'est une leçon, une piqûre de rappel. Voilà, une petite piqûre de rappel. Après ça, parce que ça faisait très longtemps aussi que je procrastinais beaucoup sur le fait de mettre vraiment à jour l'ensemble de mes mots de passe, tu sais, de sécuriser au maximum. Double authentificateur, tout ça un peu partout. Exactement. Tu vois, par exemple, je mettais tous mes mots de passe sur
sur Note, sur mon Mac. Ouais. Sur Note, quelqu'un prend. Non, mais je veux dire. Oui, c'est là le pire truc. Quelqu'un rentre Avec sur mon ordi, tous tes mots-clés crypto. tout, non, mais tout était là. C'était totalement con, tu vois. Ouais, c'est et à chaque fois, je me disais, parce que voilà, quand par exemple, j'ouvrais un wallet, bon, il y avait les mots de passe et machin, les codes de récupération, je mettais tout là parce que je dis, bon, je verrai ça plus tard. Ouais. Mais le plus tard, qui ne vient jamais, évidemment, tu vois, parce que tu dis, ouais, bon, j'ai pas le temps, etc. Et t'as un tas de données ultra sensibles, ça qui s'accumule. Donc, si tu veux, ça m'a fait une piqûre de rappel. J'ai pris au moins 2 jours. Après, j'ai changé mes mots de passe partout. Alors, vraiment, j'ai tout changé. J'ai sécurisé les trucs. J'ai mis ça Attention, sur aussi. ne commence pas à challenger des mecs qui nous regarderaient, qui sont ah ouais, t'as tout sécurisé, on va voir. Non, j'ai tout sécurisé sur du stockage froid, comme on dit, tu vois. Hors computer, c'est pas en ligne, quoi. Ouais, tout à fait. Mais c'est finalement, ça n'arrive pas qu'aux autres, déjà, de se faire. Même quand on pense être plus malin en disant, mais je vais pas ouvrir un lien sur un email, les gens qui font ça sont des cons. Tu vois. Je pensais ça, d'ailleurs, j'avais ma tante, une tante, la tante de ma mère, bon, je ne vais pas rentrer dans l'histoire de famille, mais qui s'était fait arnaquer une somme 3 000 ou 4 000 euros, c'est pareil, elle avait cliqué sur un lien, pensant être sur sa banque, et puis elle a donné des informations, elle s'est fait, voilà, et c'était un drame, parce que c'est quelqu'un, puisqu'il n'a pas énormément d'argent, tu vois, donc c'était vraiment beaucoup d'argent, 3-4 000 euros, pour elle, c'était l'équivalent de 30-40 000 euros, si tu veux, pour moi, en termes de proportion. En termes de proportion, c'est ce que tu disais tout à l'heure. Là, c'est de l'abus de faiblesse. C'est aller chercher des gens qui, du coup, sont pas hyper à l'aise avec l'informatique. Ils leur mettent des pièges informatiques avec des sujets importants comme la banque, par exemple. Mais je m'étais dit, si tu veux, alors d'accord, elle est plus âgée, etc. Mais je me dis, faut quand même être teubé pour, entre guillemets, cliquer sur un lien d'un truc. Et bim, Et en plus, j'ai même vu la page, etc. Enfin, le mail qu'elle avait reçu, parce que on avait, en famille, tu vois, on avait regardé, mais quoi, qu'est-ce qui s'est passé, etc. Le truc était super mal foutu, il y avait des fautes. Enfin, je me dis, non, mais il faut vraiment être teubé. Et puis finalement, ça m'est arrivé un peu plus tard, tu vois. C'est une leçon d'humilité. C'est une leçon d'humilité, exactement. Donc évidemment, il faut être prudent. Et je pense qu'il y aura de plus en plus d'arnaques et d'escrocs. Et je pense que pour certaines personnes, c'est un business model. Ouais, bien sûr. T'en as qui font leurs capitaux sur des trucs comme ça. Tu vois, le fric que se sont faits et que se font toujours des brouteurs africains, c'est pareil. C'est un truc que j'arrive pas à comprendre. Quand tu vois des fois des reportages, tu sais, du genre confession intime, des choses comme ça, tu vois quelqu'un. Alors c'est souvent des gens du Nord d'ailleurs. Je reprends ma région là. C'est souvent des gens du Nord, mais Brigitte, 55 ans, qui pèse 140 kilos, et tu vois, elle s'est fait escroquer 100 000 euros par un mec qui se présentait comme un beau gosse de 40 ans, musclé, qui vivait à l'étranger, à Miami, qui voulait se marier avec elle, etc. Elle l'a jamais vu, et elle lui a filé de l'argent. D'ailleurs, je me dis, mais c'est dingue. Ouais, les gens se font avoir. Il y a des procédés, et puis il y a des cons, ou des gens en tout cas qui se rendent pas compte et tout. Enfin, il y a les deux, c'est-à-dire que ce qui est intéressant, c'est les procédés psychologiques. Ouais. Ça, je trouve ça super intéressant. Puis après, bon, ça part sur de l'abus de faiblesse clair et net, de gens en détresse, tu vois. Bien sûr. Et bon, c'est pas joli, mais c'est intéressant quand même. C'est intéressant, c'est assez fascinant. Nous, on s'était posé la question. Attention à ce que je vais dire. On s'était posé la question à un moment donné. Il y avait des business, tu sais, avec des abonnements. Tu payes 2 euros un service et tu as l'abonnement à 30 euros par mois, mais c'est qui en tout petit. Et c'est vrai qu'il y a eu un moment donné où ça se faisait beaucoup. Et nous, on savait faire de l'acquisition et on se regarde, on fait putain, et on arrive à vendre nos produits à 30 balles. En général, on va les vendre à 30 balles. Si on les met à 2 euros, ils vont partir, mais comme des petits pains. Et si effectivement on fait ce business model légal, tant que c'est écrit, c'est légal. Donc c'est de l'abus de faiblesse, c'est en mode tu le stipules, mais tu fais en sorte que ce soit pas trop voyant. Mais c'est une arnaque, enfin, c'est légal, mais c'est clairement l'arnaque. Donc on avait brainstormé là-dessus sur est-ce qu'on le fait, est-ce qu'on le fait pas, est-ce qu'on essaye, blablabla. Bon, on a dit non. On l'a pas fait. L'éthique. C'est peut-être pour ça que je suis pas millionnaire d'ailleurs. Mais il y en a plein, quoi. Il y en a vraiment plein. T'avais vu un petit peu les arnaques au SMS, comment est-ce que c'est ficelé? Parce qu'on en reçoit tous, des faux SMS. J'ai vu une vidéo il y a pas si longtemps, très complète, je crois, de Micode, si j'ai pas de bêtises, pour lui faire de la pub. Micode, ouais, non, mais c'est toujours intéressant ce qu'il nous donne d'ailleurs. Ouais, c'est vraiment passionnant. Et il expliquait du coup où est l'arnaque. C'est qu'en fait, du coup, bon, tu reçois les SMS. Oui, votre colis est livré. Mettons que t'es effectivement en train d'attendre un colis, tu te fais avoir, tu cliques sur le lien, t'arrives, on te demande de payer des frais de douane ou des trucs comme ça, 2 euros. Bon. Là, on pourrait se dire, l'arnaque, elle est là. Enfin, c'est fact, tu dis, l'arnaque, elle est là, tu mets ta carte et hop, ils vont prendre ta carte. Mais en fait, pas du tout. Les gens mettent leur carte à ce moment-là, ils payent même pas, enfin, ça fonctionne pas, etc. Ils font, bon, ok, ils passent à autre chose. Derrière, les types appellent, un jour ou deux après, appellent la personne qui a mis sa carte et ils se font passer pour sa banque.
Et du coup, ils expliquent le truc en mode oui, bonjour, monsieur DCI, je vous appelle, je suis nanana, conseiller au Crédit Agricole. Vous avez, il n'y a pas longtemps, sans doute, mis votre carte bancaire sur un lien depuis votre téléphone. Et toi, tu fais ah bah oui, c'est vrai que j'ai fait ça et tout, j'attendais un colis, etc. Fait, bon, monsieur DCI, vraiment, c'est pas sérieux, enfin, vous devrez vous renseigner, c'est quand même hyper dangereux. Enfin, bon, du coup, vous êtes fait arnaquer. Là, ils ont votre carte bancaire, ils veulent faire une transaction. On a plein de transactions dans tous les sens, là, monsieur DCI. Et c'est vraiment un problème. On les a bloqués parce qu'on a vu que c'était anormal, mais vous auriez pu perdre tout votre argent. Oh mince alors, je suis désolé, etc. Enfin, il dit bon, c'est pas grave, ce qu'on va faire, c'est qu'on va bloquer le compte. Donc, ce qu'on va faire, c'est que je vais engager une procédure pour bloquer le compte. Vous allez recevoir une notification sur votre téléphone, vous allez cliquer sur accepter. Oh, putain, et en fait, diabolique. Ils font une transaction de 2000 €. Ouais. Tu as la fameuse notification qui est censée te protéger. Acceptez-vous cette transaction. Toi, tu es au téléphone, un peu dépourvu. Tu sais que tu as fait la connerie. Tu as quelqu'un qui te parle avec un bon vocabulaire, qui se fait vraiment pas, dont c'est le métier. Hein. Ils appellent ça des haloteuses. C'est vraiment un métier. Et donc, c'est des closers diaboliques. C'est des closers diaboliques. Et tu appuies sur accepter parce que tu es. T'es dépourvu, t'es dans la panique aussi, parce qu'elle te met un peu la pression, elle est en train de t'expliquer que t'as fait une grosse bêtise et que tu vas perdre tout ton argent, tout ton compte courant à cause de ça. Excellent. Et après, en fait, ils te volent du pognon comme ça. Et ça m'avait donné un peu envie de vomir carrément quand tu vois, parce qu'après, en plus, les mecs en question qui font ce business-là, au-delà d'être des escrocs, d'être des fumiers, ils se comportent super mal dès qu'ils ont arnaqué la personne. Dans la vidéo de Micode, on voyait le truc où le mec, la meuf qui est au téléphone, d'un coup, elle dit bah voilà, je viens de te niquer là, je viens de te niquer 3000 balles. Et après, il commence, il l'insulte, etc. Elle dit t'es trop une bouffonne, etc. Je fais waouh! Non seulement tu voles de l'argent, mais en plus tu humilies des gens. Je raccroche, merde, t'as pris ton pognon, raccroche. Bref, c'est fort. C'est vraiment des gens qui sont un peu exécrables. Ben, j'ai vu un SMS, alors c'est sans doute le même type de stratégie d'ailleurs, mais je sais pas en fait quelle est la mécanique derrière, parce que j'ai vu dernièrement, il y a un SMS, j'avais une alerte là-dessus, et j'ai reçu ça également, qui dit allô papa, maman, enfin allô, c'est pas allô, genre papa, maman, j'ai perdu mon portable, j'envoie cet SMS depuis le portable d'une copine, etc. Vous pouvez me rappeler? Et en fait, je me dis, mais alors qu'est-ce qui se passe derrière là, tu vois? Parce que tu rappelles quoi ouais, j'ai pas le détail. Je comprends pas, tu vois. Mais ce qui est sûr, il va y avoir un truc, c'est qu'avec les IA justement, et en fait vu qu'on est tous, on fait tous du contenu typiquement là, moi, enfin toi et moi, vu qu'on fait du contenu ici, notre voix elle est facilement copiable. C'est-à-dire que là, je peux très bien prendre mon téléphone, enfin l'escroc, il met un truc IA avec ça pour avoir ma voix, et il fait un vocal à mon père, et il lui dit. Ouais papa, excuse-moi, je te fais un vocal. Alors c'est pas mon numéro, mais c'est normal, c'est parce que justement j'ai perdu mon téléphone. Là je suis à l'étranger, je suis un peu dans la merde, j'ai plus mon passeport et tout, on m'a volé tout ce que j'ai. Enfin on m'a volé tout ce que j'ai plus qu'une carte. Tu sais la carte dont je t'ai parlé, j'en ai toujours une deuxième, surtout quand je pars en voyage. J'ai ma deuxième carte, etc. Je sais que t'es Liban, tu peux me faire un virement de 1000 €. Parce que j'ai pas d'argent dessus. Et ma première carte, et puis blablabla, et puis il vient un peu de panique. Et puis si le mec t'a un peu stalké sur les réseaux, etc., il peut même mettre 2-3 points de, je sais pas, si t'as un chien et que le prénom du chien, tu t'en profites dans le vocal pour parler du chien, pour avoir un point de repère. Et derrière effectivement les proches. Ben, surtout s'ils sont de la génération au-dessus, la tienne, ils se font avoir plus facilement. Parce qu'en fait, c'est ton enfant, t'es dépourvu, tu mets un peu de panique là-dedans, c'est sa voix. À aucun moment, tu te dis que quelqu'un est en train d'essayer de te niquer. Non, c'est dingue. Ouais, non, c'est un sujet qui est super intéressant, qu'on pourrait encore développer d'ailleurs. Passons au sujet suivant pour pas non plus faire un épisode trop long. Le sujet suivant, c'est les idées de business. Donc, la question, c'est est-ce qu'on a des idées de business qu'on pourrait partager? Donc, des trucs finalement que nous, on n'a pas lancé parce qu'on n'a pas eu le temps ou pas les ressources et qui sont pour nous quand même des bonnes idées. Je sais pas, est-ce que tu as des choses à partager toi à ce niveau-là ou est-ce qu'il y a des trucs que tu as envie de faire et dont tu as envie de parler là? Alors moi, j'avais fait, il y a déjà quelques temps, une idée de business dans le tourisme, mais finalement, ça a été plus ou moins remplacé. J'ai fait ça avec un pote qui s'appelait Maxime. Et ça s'appelait Very Local Trip. Ça existe toujours d'ailleurs. Toujours, il a gardé le bébé en fait. Mais il travaille plutôt pour du B2B maintenant. Ouais. C'était vraiment d'aller chercher des touristes, enfin comment dire, de faire vivre à des touristes des expériences avec des locaux, tu vois, dans les pays. Donc c'était une idée de business qui était vraiment bien. On n'a pas été au bout. On s'est engueulé, on s'est rabiboché. Enfin bon, ouais. Et à part l'idée de business qui est la mienne aujourd'hui, un Qbox, ce bureau d'agent, je m'étais dit aussi à un moment, j'avais réfléchi à me dire, tiens, il y a de plus en plus de gens qui ont des soucis financiers, c'est la première chose, qui ont des questions sur l'argent. Ça devient très compliqué aujourd'hui. On a l'avènement des crypto-monnaies qui arrivent, on nous fait peur, l'inflation, etc. La retraite aussi, on se dit, ouais, c'est de plus en plus dur pour avoir... Enfin, est-ce qu'on aura une retraite, etc. Tu vois. Et je me dis, il y a de plus en plus de gens qui veulent investir, ils ne savent pas comment, en fonction de leurs moyens, etc. Et je trouvais ça intéressant, si tu veux, de mettre en place une plateforme en ligne où on mettrait en relation, en fait, des experts financiers et des gens qui ont des besoins, justement, de
gestion de patrimoine, mais à leur niveau. On ne parle pas de patrimoine de grande fortune, tu vois. Parce que c'est vrai, même à leur niveau, tu vois. Quand tu reçois un courrier de la banque, par exemple, quand la banque te propose de faire un investissement sur une assurance vie, j'en sais rien, il y a tout un tas de choses. Pour le commun des mortels, il y a beaucoup de choses. Ça fait un peu peur, etc. Ouais. Et je trouvais ça intéressant, si tu veux, de mettre en place une plateforme pour vraiment faire de la gestion de patrimoine, de l'investissement, du suivi, avec des gens, des conseillers, mais voilà, pour monsieur, madame, tout le monde. Et évidemment, la plateforme prendrait un pourcentage sur des sessions, puisque ces experts financiers pourraient très bien mettre en place des consultations privées, des suivis, tu vois, mensuels, des webinaires, par exemple, etc. Et je trouvais ça intéressant de faire ça, parce que c'est vrai qu'il y a vraiment ce besoin, je pense, qui sera de plus en plus important de gestion. Ben voilà, l'argent... En ce moment, on parle que de ça. Ouais, c'est vrai. Enfin, on parle que de ça. On a toujours parlé que d'argent, finalement. Mais c'est toujours l'argent et le sexe. De toute façon, ça a toujours été deux sujets. Mais la nuit des temps. Mais voilà. Mais aujourd'hui, on sent quand même que l'argent est en danger. Ouais. Il y a une insécurité. Il y a une insécurité par rapport à l'argent. Il y a ce sentiment qui est de plus en plus fort. On sait déjà que l'inflation va continuer en fait à grossir en France. Je suis persuadé qu'à Bercy, c'est déjà écrit, c'est déjà, tu vois, voilà. Ouais. Donc, voilà, c'était une idée de business que j'avais, bon, qui restait. Mais je pense que ça pourrait être intéressant d'avoir ce type de plateforme. Ouais, bien sûr. Ça répond à un réel besoin. Il y a un besoin qui est émergent et qui est en train de grandir. Donc, ça fait sens d'offrir une réponse qui soit cohérente. C'est l'éducation financière. Hein, c'est l'éducation financière. Après, je vois beaucoup de trucs de MLM qui font de l'éducation financière à des lambda finalement. Bah, après, c'est pas la même démarche. On est sur un peu ce truc où on va essayer d'aller recruter les gens, les faire rentrer. Mais ils prétendent, beaucoup de sociétés de MLM prétendent justement te faire rentrer dans un écosystème d'éducation financière où justement on va te présenter la crypto-monnaie, le trading, le forex, tout ça. On va te présenter l'immobilier, on va te vendre des solutions également. Quoi. Ouais, exactement. Et on va t'imposer d'acheter ces solutions, sinon tu sors du jeu. Bon, moi, le MLM, ça n'a jamais été ma tasse de thé. T'as essayé déjà ou pas ? Je me rappelle plus. Tu m'avais dit. J'ai essayé. Alors, c'était vraiment à une époque lointaine. Hein. C'était 12 ans, 13 ans. À un moment, j'ai dit, tiens, j'ai une copine en fait qui m'a... Alors, c'était une bonne amie de lycée, en fait. Elle, c'est vrai, elle a bien réussi dans le milieu du MLM. C'est quelqu'un qui était ultra sociable, etc. Ouais. Et avec son copain, pour une marque qui s'appelait Forever, je crois. Ouais, c'est ça, Forever. C'était tout un tas de produits cosmétiques à base d'aloe vera. C'était vraiment un truc, c'est une boîte américaine. Alors évidemment, j'ai eu droit au discours. J'aimerais te parler d'une opportunité. Tu vois, on parle pas. La fameuse opportunité. La fameuse opportunité. On ne dévoile pas du tout de quoi on parle. On ne sait pas. Tu le sauras à la fin. Tu vois. T'as droit à tout un argumentaire, etc. Et j'étais déjà quand même suffisamment averti, tu vois, si pour dire, attends, où est-ce que tu m'emmènes ? Qu'est-ce que c'est que ce bordel ? En fait, à l'époque, en fait, donc ma femme, elle n'était pas. Il y avait aussi un moment en fait où elle a galéré aussi pour trouver du boulot dans sa branche. Et je me suis dit, ça peut être un truc intéressant puisqu'elle est très sociable également. On pourrait, pourquoi pas, tenter ça. Donc finalement, tu achètes un premier kit de produits et puis bon, après c'est parti. Tu es censé convaincre. Mais bon, comme pour beaucoup de gens, si tu veux, on s'est arrêté à convaincre les parents, les grands-parents, les oncles et tantes. Puis après, c'est beaucoup plus compliqué. Faut animer son réseau. Tu fais venir les gens, donc c'est un taf. T'es commercial. Ouais, non, ça m'a pas botté. Et puis c'est toujours pareil. Tu fais face à la méfiance, même des amis ou des gens, des contacts à qui tu te dis, tiens, cette personne. En fait, tu t'en viens même à cibler des gens qui ont une fragilité psychologique en disant, cette personne-là, dans mes amis. Tiens, je sais qu'elle a besoin d'argent, je sais que c'est très sensible pour elle ce sujet, c'est elle que je vais cibler, et tu essaies dans ton argumentaire aussi de lui faire comprendre que oui, mais au final, c'est pour ton intérêt à toi. Alors bien sûr, son intérêt à elle et le tien, mais je trouvais pas ça sain, tu vois. Je suis d'accord avec toi. Non, on a arrêté vraiment ultra vite, quoi. J'ai dit non, c'est pas pour moi. Et tout ce que j'ai pu voir sur la MLN, ensuite des gens que j'ai pu rencontrer, des gens qui en sont sortis, c'est toujours plus ou moins la même histoire. Non, c'est pas. Je suis bien d'accord. Moi, j'ai fait du MLM pendant un temps. Et du coup, moi, c'était du coup de l'éducation financière. C'était du trading, une formation de trading, etc. Positionné en crypto, tout ça. Et notamment, ça allait même plus loin que ça. Ils proposaient du copy trading, notamment dans le truc. Ouais, d'accord. Donc, on était vraiment sur l'appât. En mode, tu vas faire de l'argent avec nous. Ils ont toujours des trucs à montrer, des bons résultats à montrer. Toi, tu es là, tu as effectivement un sujet financier. Et d'un coup, on te dit, oui, mais moi, tu sais, j'ai investi 1 000 euros. Avec les 1 000 euros en faisant du copy trading, donc je n'y connais rien. Je copie ce que font les traders. Je me fais 500 euros par jour de bénéfices. Quoi ? Comment ça ? Ça, c'est possible. Et effectivement,
ça marche bien parce que c'est des proches à chaque fois. Vu qu'ils font du MLM, tu as toujours une relation de confiance avec la personne qui t'en parle, ce qui fait que quand elle te dit l'argumentaire de vente de la boîte de MLM qui est du coup ces fameux 500 € de bénéfices par jour, un truc comme ça, bah t'as envie d'y croire parce que c'est un proche qui t'en parle. Mais donc justement, j'ai un peu exactement ce que tu as décrit, c'est que je suis allé chercher tout mon réseau. J'ai commencé par mes plus proches parce que j'y croyais tellement au truc qu'il fallait faire en sorte que mes plus proches puissent profiter du gâteau le plus possible. Donc qu'ils soient recrutés juste en dessous de moi. Comme ça, si on recrute des gens encore derrière, et ben eux, je les ai mis en premier, donc ils vont gagner encore plus d'argent. Donc je recrute une première vague, ça se passe plutôt bien. Je recrute une deuxième vague, et là, je vois que ça commence à être galère. Et je vois que ceux que j'ai déjà recrutés ne sont pas forcément aussi chauds ou autant envie que moi d'aller peut-être recruter du monde. Sauf que du coup, il y a un abonnement à payer. S'ils ne recrutent pas 3 personnes, ils payent un abonnement. Et dès qu'ils ont 3 personnes en dessous, ils ne payent plus l'abonnement. Et ça, c'est une position rêvée. Quand tu ne payes plus l'abonnement et que tu as accès à tout le service du MLM, en vrai, c'est bien. Il y a des événements, etc. Tu as vraiment de la valeur ajoutée, c'est bien. Mais c'est pour sortir avoir cette gratuité où c'est difficile. Et du coup, vu que j'avais un peu garanti des résultats, j'avais un peu garanti à des gens que j'avais recrutés que ça allait bien se passer, etc., et que je les voyais payer 1 mois, 2 mois, je commençais à me mettre en quête il faut absolument que je leur mette des gens en dessous. Donc, je commençais à aller chercher d'autres gens un peu plus loin dans mon réseau et je commence à faire des garanties à ces gens-là. Parce que je veux absolument. Et je commence à dire à ces gens, non, mais t'inquiète pas. Si jamais t'as pas envie de faire de MLM, toi, moi, de toute façon, là, je suis tellement déter que je vais aller recruter et tout et je te mettrai des gens en dessous de toi. Sauf qu'il y a un moment donné où la pyramide elle s'écroule, quoi. Il y a un moment donné où tu n'arrives plus à aller chercher autant de monde. Tu as des gens qui partent. Quand les gens partent, ça veut dire que ta pyramide commence à s'écrouler et tout. J'ai construit une bonne équipe parce que j'avais quand même un peu de réseau, j'avais un peu de la tchatch, etc. Et puis dès que j'ai arrêté à un moment donné de fournir autant d'efforts qu'avant, c'est un château de cartes qui s'écroule. S'écroulait à une vitesse folle. C'est-à-dire que c'était très intense pour maintenir le truc. Et comme tu disais, avec tous les travers de manipulation, de tu sens la méfiance, etc. Et moi, j'ai un peu regretté cette période de prospection parce que je sais que je suis rentré dans un engrenage. J'ai appris plein de choses. Et ça, je ne regrette pas parce que dans l'entrepreneuriat, il y a plein de trucs qui m'ont servi beaucoup, notamment tout le développement personnel qu'il y a dans les sociétés de MLM. Mais c'est vrai que je sens que j'ai explosé mon réseau à ce moment-là et que j'ai créé de la méfiance par rapport à tout ce que je peux promouvoir. Parce que même aujourd'hui, je fais de la promotion sur mes services, etc. Et je sais qu'il y a des gens qui m'ont catégorisé comme un gars qui fait du MLM et qui veut vendre son opportunité. Et tout ce que tu pourras leur dire demain, c'est mort. C'est mort. Ils savent que, ils savent. Pour eux, je touche à tout. À l'époque, quand je faisais du MLM, j'avais pas eu encore un grand succès. Aujourd'hui, dans l'e-commerce, etc., j'ai un succès. Du coup, effectivement, j'ai une expertise, de la vraie plus-value à donner. Alors qu'à l'époque, effectivement, c'était du bullshit. Mais si tu as vendu du bullshit un jour, c'est bon. Pour les gens, tu es un bullshitter. Donc, c'est pas parce qu'aujourd'hui, aujourd'hui, je suis sûr que ces mêmes personnes, quand ils voient que je partage des chiffres type on a fait 1,5 million sur l'année 2023, ils se disent oui, d'accord, c'est les mêmes chiffres que le bénéfice que tu faisais, que ta société de MLM garantissait. De fait, il y a quand même ce truc-là où je dis j'ai niqué mon réseau, et puis j'ai aussi sans doute niqué quelques amitiés au passage. Donc le MLM, je ne recommande pas. Même si il y a quand même des bons côtés. Quand tu es très jeune, tu peux trouver une discipline, trouver un réseau, trouver des choses qui sont intéressantes. Et surtout aujourd'hui avec les réseaux sociaux. Parce que c'est vrai que moi j'ai fait ça à l'époque où c'était vraiment le début des réseaux. Mais aujourd'hui, je connais des personnes qui sont extrêmement fortes là-dessus, mais en fait, c'est surtout des gens qui ont un pouvoir de réseautage totalement dingue. Et surtout, je pense qu'il faut avoir une personnalité magnétique, tu vois, quelque chose qui vraiment t'as envie de la suivre, tu vois, cette personne. Un gros leadership et tout. Un gros leadership. Et c'est pas donné à tout le monde non plus. Non, c'est clair. Mais voilà, j'avais été également une opportunité quelques temps avant, d'ailleurs, d'une autre société d'MLM, c'était pour la téléphonie, une boîte américaine également. Alors là, c'était vraiment... Ils arrivaient sur scène avec une Ferrari, tu vois, non, une Lamborghini, pardon. M'as-tu vu. C'était vraiment m'as-tu vu. Le mec disait en 2 ans, j'ai pu me payer cette Lamborghini. Là, c'est le bateau qui va arriver après, etc. C'était vraiment toujours un gros storytelling, ultra bling bling. Mais n'empêche qu'à la fin, à la sortie de moi, j'ai trouvé ça flippant même en disant non mais ça paraît trop beau pour être vrai. Tu vois, j'étais vraiment trop méfiant. Je me suis fermé d'entrée de jeu. Mais il y avait tout un tas de gens, puis je voyais des petits jeunes, etc. Tu voyais déjà leur tête, ça n'irait pas, tu vois. Ils n'avaient pas le charisme de ce mec qui était sur scène, qui disait j'ai acheté la Lambo, etc. Et je veux pas dire qu'il signait, mais enfin bon, il y avait à la sortie de la salle, il y avait un comptoir, c'était une sorte de zénith, tu vois. Il y avait un comptoir et puis les gens faisaient la queue pour s'inscrire et puis comment je commence, tu vois. Bien sûr. Donc non, mais c'est pareil. Là, on revient un petit peu sur l'arnaque. Alors, je dis pas que le MLM est une arnaque, parce que si tu rentres dedans, si t'es bon,
tu peux vraiment faire de l'argent. Oui, c'est pas des conneries, tu peux performer. Tu peux performer, c'est pas... voilà, mais tu vends quand même du rêve à des gens fragiles, tu les cibles parce qu'ils sont fragiles, et tu joues sur la confiance. Et ça, j'aime pas. Puis t'en as 1 sur 100. Tu vends un rêve, il y en a 1 sur 100 qui va performer, qui va vraiment faire de l'argent, le reste, les autres gens vont en perdre. C'est ça. C'est mathématique. Le business du pyramidal comme ça fonctionne comme ça. Donc, c'est exactement ce que tu viens de dire. Oui, ça fonctionne. Oui, des gens font de l'argent. Oui, mais pour que ça fonctionne, il y a beaucoup de pots cassés. Et il n'y a pas un équilibre. C'est pas oui, non, mais tout le monde peut y arriver. Parce qu'il y en a qui défendent comme ça. Non, mais tout le monde peut y arriver. Oui, tout le monde peut y arriver. Mais mécaniquement, ça fonctionne. Tous ceux qui ont du succès, tous ceux qui passent sur scène et qui montent leur Lamborghini sont tous ceux. Ils peuvent faire ça que parce qu'il y a une grande majorité des gens qui se font recruter et qui n'y arrivent pas. Bien sûr. Même s'ils vont me dire, mais moi j'ai tout intérêt à ce que tout le monde y arrive. Oui, tu as tout intérêt à ce que tout le monde y arrive. Mais pour qu'il y ait du recrutement massif et que ton truc grandisse, il faut recruter à l'arrache. C'est toujours le même principe finalement. Qu'est-ce qui fait que quelqu'un devient millionnaire en crypto-monnaie ? C'est parce que... Il a volé. Il a volé. Pas volé, mais donc par son entrée et sa sortie. Exactement. C'est-à-dire que c'est parce qu'il y a tout un tas de gloglos qui vont arriver beaucoup trop tard sur le marché, qui vont injecter des liquidités sur telle ou telle crypto, et le mec qui l'a acheté ressort avec leur argent c'est ça. À eux. Et eux, par contre, sont baisés. Donc finalement, c'est toujours le même principe, tu vois, dans la vie. C'est pas faux. C'est pas faux. Et ok, alors finalement, t'as pas donné d'idée de business, parce que moi j'ai donné une business quand même, et toi, moi j'ai pas d'idée de business, moi je partage pas. Non, plus sérieusement, moi en ce moment j'ai envie de lancer une marque de compléments alimentaires. J'ai pas mal de pistes sur comment je vais l'aborder, en termes de branding, en termes de produits et tout, mais on verra, peut-être qu'on en parlera un peu plus dans le podcast d'après, encore c'est pas dit. Pourquoi? Tu veux dire que tu veux protéger un petit peu Non, c'est pas ça, c'est parce que en fait c'est en train de se définir, et du coup notamment il y a Théo qui sera là sur le podcast d'après, et avec Théo il y a possiblement une association qui pourrait se faire. Enfin, c'est pas dit, c'est en train justement d'être en discussion. Et donc, je sais pas non plus beaucoup de trucs à donner, si ce n'est que complément alimentaire, pour moi, c'est une vraie marque e-commerce qui peut être intéressante, car tu es vraiment sur il y a un problème, il y a une solution. Tu vois, typiquement, si au bout d'un moment, tu proposes des choses qui aident à mieux dormir, tous les gens qui n'arrivent pas à dormir, tu as une solution directe à leur offrir. Donc j'aime beaucoup ça, parce que moi, dans le e-commerce, peut-être tu t'es bien placé pour le savoir, j'ai très peu fait de problème-solution. J'ai ma plus grande marque, c'est des bijoux, etc. Et là, aujourd'hui, j'aimerais bien faire une marque e-commerce où il y a un vrai problème-solution, et pas juste... Après, j'ai envie de changer d'angle marketing, quoi. Donc, j'aimerais bien essayer un truc comme ça. Du problème-solution, j'en ai fait pour des clients, et c'est cool. Mais là, j'aimerais bien un projet à moi là-dessus. Sinon, en idée de business, je sais que moi, quand j'ai commencé l'entrepreneuriat, je voulais faire un espace de coworking. Quand j'avais 19 ans, mon premier projet, c'était ça. C'est un peu saturé, non? Maintenant, ouais. J'arrive un peu tard. Mais il y a 5 ans, ça commençait déjà à il commençait à en avoir beaucoup, mais un peu moins quand même. Je pensais qu'il y avait de la place à se faire. Et c'était la première idée de business que j'avais eue. Je voulais faire un espace de coworking. Alors là, c'est plein de rêves. Je voulais un espace hyper inspirant. Je voulais faire en sorte que les gens y trouvent de la valeur, qu'ils aient tous envie de venir et tout. Mais en fait, le modèle économique d'un espace de coworking, c'est galère. C'est pas hyper rentable dans la plupart des cas. Du coup, je me suis dit... Non, c'est beaucoup de travail pour pas faire beaucoup d'argent. Si tu veux attirer des gens, effectivement, il faut avoir des tarifs qui soient intéressants, puisque il faut réussir à faire sortir les gens de chez eux. On a affaire à des gens en général qui bossent sur leur ordi, voilà. Et c'est vrai que tout le monde a envie de travailler dans un endroit sympathique, faire des rencontres, créer un réseau, mais il faut que ce soit à des prix quand même relativement abordables. J'ai fréquenté un espace coworking à Lille, qui se trouve au niveau de la chambre de commerce. Très très bel espace, magnifique. Mais non, c'est beaucoup trop cher. Pour avoir un bureau, finalement, c'est quand même toujours bruyant, toujours des gens qui vont, qui viennent, etc. Ou alors après, il faut réserver un bureau privé. Mais alors là, on arrive à des tarifs, tu dis bon. Ouais, c'est vrai. Mais c'est toute la problématique, c'est que c'est pas hyper rentable, ces histoires. Enfin, c'est pas évident de trouver un équilibre. Non, c'est clair. Donc, à l'étranger, oui. Tu vois, je pense à Bali. Tous les clients des espaces de coworking, c'est des digital nomades qui ont du coup un peu plus d'oseille que les autres. Et du coup, quand tu fais de l'immobilier à Bali, comme activité, ça peut être hyper intéressant de dire là, je construis un café-restaurant / coworking. En fait, tu fais un espace de coworking. Et là, tu fais beaucoup plus d'argent que le mec qui ouvre un restaurant à côté. Parce que là, effectivement, du coup, tu as un décalage entre le pouvoir d'achat, le prix de l'immobilier, etc. et ta clientèle. Tu as une clientèle blindée. Et du coup, tu proposes des sessions, tu peux bosser l'après-midi pour 4-5 euros. T'es blindé. Les coworking que j'ai vus à Bali étaient souvent blindés. Toi qui étais à Bali, j'entendais sur un short ou je ne sais plus quelqu'un qui disait
qui avait été très déçu en fait de son expérience à Bali en disant finalement la plupart des gens qui sont sur place, des digital nomades, qui disent palper un fric monstrueux, etc. En général, tous au chômage. C'est tous des gens qui sont au chômage, c'est du bullshit à 95%. Est-ce que tu as rencontré des gens justement dans les gens que tu as pu croiser, Ouais. Il y a vraiment de tout. Hein. Je pense que c'est une phase de. Bon, déjà, il y a pas mal de Bali différents, on va dire. Selon là où t'es, d'une ville à l'autre, vraiment, c'est pas les mêmes ambiances. Donc, par exemple, qui font que le sud de l'île et qui vont dire oui, c'est trop superficiel, etc. Oui, bah, t'es resté là où c'est superficiel. T'as tout le reste de l'île qui ne l'est pas. Bon, t'es resté là où ça l'est. Bon, il y a un moment donné, t'as fait tes choix aussi. Mais donc, au niveau de ça, sur le bullshit, au niveau des digital nomades, ouais, il y en a beaucoup parce que c'est the place to be. Tous les réseaux parlent tout le temps de ça, donc il y a tout le monde qui y va. T'as plein de gens qui sont en phase de transition. Enfin, tu vois, dès que les gens ont un moment où ils se retrouvent au chômage, ils ont une grosse rupture. Bref, il y a une transition dans leur vie. Ils vont se barrer là-bas. C'est à la mode. Tu peux te ressourcer. Te retrouver toi-même, etc. Donc, en fait, effectivement, t'en as plein qui, en plus, se réinventent une vie. Tu les croises et tout, il faut, ouais, alors en ce moment, du coup, j'ai démissionné, j'étais ingénieur. Là, je touche mon chômage, mais j'ai un gros projet en tête. Je vais lancer ça. Il y en a plein. Et c'est vrai qu'on peut vite avoir l'impression que c'est la majorité. Moi, je pense pas, parce que dans les coworking, tu vois quand même des gens qui sont bien installés. Moi, j'ai rencontré quand même pas mal de gens qui sont bien installés, qui ont des vrais business et tout. Mais peut-être que ceux qui sont le plus nomades, donc ceux que tu vois qui sont là pour une semaine, c'est peut-être ceux qui sont le plus effectivement au chômage, qui vont se faire 3 mois d'Asie en fait. Faire Indonésie, ils vont faire la Thaïlande, ils vont faire le Vietnam, etc., et Philippines. Et ils sont au chômage et ils prennent un temps de transition pour réfléchir à ce qu'ils vont faire. Ouais. Donc oui, c'est pas du bullshit, il y en a beaucoup. Il y en a plein des gens qui... Puis t'as plein de gens qui sont en train de se lancer, qui sont freelance, qui en fait n'ont pas de clients. Et ils sont là-bas un peu en mode oui, bon, bah, je trouverai des clients depuis là-bas, sauf que bon, 2 heures de prospection par jour, le reste à la plage. Puis il faut, oui, non, mais je cherche des clients en ce moment. Puis effectivement, ils touchent aussi un peu de chômage en même temps. Donc ouais, il y a un grand décalage entre ce qu'on voit sur les réseaux et ce sentiment de ah putain, ils vivent tous leur meilleure vie, il faut absolument que je quitte mon taf pour aller vivre cette vie-là, etc. À ces gens-là qui pensent comme ça et à qui ça fait du mal, qui ont l'impression que eux sont des merdes à cause de ça. Non, c'est les réseaux. Les réseaux, ça te force à te comparer et c'est de la grosse connerie. Effectivement, la plupart des gens galèrent, la plupart des gens qui sont digital nomades gagnent un SMIC et ils arrivent à avoir une belle vie et à montrer des choses sur les réseaux sociaux parce qu'ils sont dans des pays qui sont pas chers. Mais en fait, il n'y a pas autant de gens plein de fric hyper libres qu'on pourrait le croire quand on voit Instagram, quoi. La plupart des gens, ils galèrent et juste, ils ont décidé de galérer au paradis plutôt que de galérer à Paris. Ouais, puis tu peux galérer avec 2 francs 6 sous. Il faut quand même dire les choses. C'est forcément la galère est le plus agréable. Non, mais grave. mais c'est ça. Donc bon, honnêtement, faut pas complexer ou faut pas avoir faut pas trop se comparer et avoir l'impression que tout le monde vit sa meilleure vie en Asie, en Thaïlande, etc. Il y en a, mais c'est vrai que la plupart des gens sont en galère. Voilà, c'était le mot de la fin sur ce sujet-là. Parfait. Ok, question suivante. Qui est le sujet suivant? Oh, trop bien. Tu regardes des séries? Ouais, de moins en moins, mais oui. De moins en moins? T'as plus le temps? Ça t'intéresse plus? Non, si, ça m'intéresse toujours beaucoup, mais alors moi, par le passé, je sais plus si j'en avais parlé, mais j'ai fait du journalisme pour le cinéma. Ok. Je travaillais un petit peu dans ce secteur-là pendant quelques années. Je suis un gros cinéphile de base. Vraiment. C'est trop cool. Et le problème, c'est que c'est ultra addictif chez moi. Donc, par rapport au travail que j'ai actuellement, qui n'a plus rien à voir avec ça, j'essaie vraiment maintenant aussi, à l'âge que j'ai, tu vois, de préserver aussi mon temps de sommeil. Ah, oui. Et le problème, c'est que je me lève de plus en plus tôt. T'as remarqué, les vieux se lèvent tôt. Ouais, je sais, tu m'envoies des messages sur WhatsApp, il est 7h. 7h, mais je suis déjà levé depuis longtemps. En général, je me lève à 6. Putain, je sors du lit. Je sais, non, mais c'est... Donc, si tu veux, j'essaye aussi de... Alors, je travaille beaucoup plus qu'avant aussi. Et donc, le soir, j'essaie de passer vraiment des moments en famille. Alors, je dis pas que je regarde jamais de séries, hein, j'adore ça. Mais c'est vrai que j'essaie vraiment de les sélectionner. Il y en a trop, je pense. Ah oui, maintenant, ça produit beaucoup. Beaucoup trop. Il y a énormément de séries que je commence où je vais pas plus loin que 2-3 épisodes. Parfois c'est dommage parce que j'imagine qu'il y a, tu vois, mais voilà. Donc oui, je regarde encore beaucoup de séries. Dernièrement, la série que j'ai vraiment le plus aimé dernièrement, c'est Billions. Je sais pas si tu as vu. Non. C'est une série qui nous montre un petit peu l'univers cruel et violent des fonds spéculatifs. Ok. C'est une série américaine qui présente le personnage qui s'appelle
Axelrod, je crois, c'est son nom de famille, je sais plus son prénom, peu importe. J'adore l'acteur d'ailleurs, déjà. Et c'est vraiment, voilà, c'est super intéressant parce que chaque épisode, c'est vraiment une leçon, si tu veux, sur justement cet univers un petit peu de la finance, les coups bas, la manipulation, la psychologie, la peur, tu vois, aussi. Là, on a affaire à des sommes, enfin, on part en milliards, tu vois, donc. Ouais. Et c'est extrêmement bien écrit. C'est vraiment, pour les gens qui aiment bien les séries un peu sur le monde des affaires, le monde du business. J'aime la noter. Billions. C'est vraiment... c'est Bobby Axelrod. Voilà, je cherchais le nom. Sur l'art de la négociation, sur les coups bas, etc. Tu vois. Ouais. Et voilà, et ça me fait penser à une autre série. Alors, une série que je suis sûr que tu ne connais pas. C'est une série des années 90. C'est une série qui a eu un destin assez court, malheureusement. Extraordinaire série qui m'a fait penser beaucoup à Billions, sur l'univers du monde des affaires également, et de la violence du monde des affaires, et de la manipulation. Ça s'appelle Profit. Okay. Donc ça raconte l'histoire de Jim Profit, qui était un enfant qui était abusé par ses parents, qui dormait dans un carton, tu vois. Et il est devenu un homme extrêmement puissant dans la boîte où il bosse, une boîte, donc c'est pareil, hein, dans la finance. Et il monte les échelons, mais par tous les coups bas, c'est les pires possibles, la manipulation. Et en même temps, il développe, plus il monte, en fait, donc il écrase les autres vraiment pour monter les échelons. Il est totalement diabolique, extrêmement séducteur, tu vois. Donc c'est un personnage semi-escroc également, tu vois. Donc très, avec un charisme incroyable. Et cette série, elle est juste pareil, je te la conseille vraiment. Ouais. Cette série. Et ce qui est drôle d'ailleurs dans cette série, c'est qu'à la fin de chaque épisode, le mec se couche, donc il vit dans une sorte de penthouse énorme à New York, il me semble, ou dans une grande ville américaine de la côte Est. Je me souviens plus exactement. Et en fait, il a un grand lit énorme et tout ça, et il dort tout nu dans son carton. Tu vois, il dort toujours dans son carton. C'est-à-dire le trauma de l'enfance qui revient. Et tu comprends. Et en fait, plus il monte, et plus il développe aussi une sorte de paranoïa comme ça. Mais c'est pareil, c'est magistral dans l'écriture. Donc ce type de série, j'aime bien. J'aime beaucoup ce type de série. Ça a vieilli un peu ou pas? Non, pas trop. Profit, ça n'a pas trop vieilli, Okay. franchement. Ça n'a pas trop vieilli. C'est pour ça que je vous la conseille. C'est une série que peu de gens connaissent. Et elle a eu un destin très écourté qui est vraiment dommage par rapport à la qualité de cette série et de l'interprétation de l'acteur dont je me souviens plus le nom exactement. Ouais. D'autres idées de séries, de films que j'aime bien, c'est Les Sopranos, ça reste quand même pour moi le numéro 1. Tu as vu Les Sopranos ou pas? Non. Je parle avec quelqu'un qui ne connaît rien. Qu'est-ce que tu veux? Mais là, on a un vrai choc de génération, je pense, sur les séries qu'on regarde. Les Sopranos, c'est pareil, j'adore tous les contenus, en fait. Les films ou les séries sur la mafia. Alors, évidemment, t'as les films du genre Les Affranchis, je sais pas si t'as vu, Casino, tout ça, sur les familles de la mafia. Mais Sopranos, c'est très intéressant parce qu'en fait, c'est vraiment également... donc c'est un chef mafieux qui est à la fois chef mafieux, chef de famille. Il fait du management finalement, puisqu'il y a toujours des trahisons, des gens, voilà, il doit gérer des conflits, etc. Donc dans sa propre famille, mais aussi dans sa famille mafieuse, on va dire. Ouais. Et donc c'est aussi des questions sur le pouvoir, le partage du pouvoir, la menace, tu vois, aussi, qui pèse quand tu es en haut comme ça. Et c'est super intéressant. Puis donc c'est un chef mafieux qui consulte une psy, finalement. Et donc lui-même, en fait, avec la psychologie, il va essayer de comprendre ses propres motivations dans la vie, parce qu'en fait, il fait une dépression, il dit, mais à quoi bon tout ça? Et en même temps, il a ses responsabilités, il a ses menaces aussi, puisque, évidemment, il y a toujours des rivalités avec des clans, etc. Bien sûr. Et c'est vraiment une allégorie du pouvoir qui est une série qui est juste un chef-d'œuvre d'écriture. Ok, voilà. Trop stylé. Écoute, je prends note de ça aussi. Et une dernière, allez. Allez, va pour une dernière. Une petite dernière, Mad Men, ça aussi c'est dans les classiques. Oui. Là, on va plutôt parler marketing, mais c'est pareil, c'est donc le personnage principal qui s'appelle Don. Et ça m'avait marqué. Il y a un épisode, en fait, alors il y a tout un tas d'épisodes qui marquent, parce que c'est vraiment, ça se passe dans les années 60. Ouais. C'est un classique, alors c'est pareil, c'est ultra bien filmé. T'as cette atmosphère très feutrée, tu sais. Alors tout le monde a toujours une clope à la bouche, etc. Donc d'une agence de publicité américaine. Et Don, qui est un petit génie, on va dire, justement, aussi de la manipulation, mais lui, dans le marketing, en fait, de manipuler les masses, tu vois. Ouais. Donc, il s'évertue toujours à trouver des moyens pour vendre des clopes le plus facilement possible, tu vois. Il travaille pour Lucky Strike, etc. Et je me souviens d'un truc qui m'a marqué, parce que c'est vraiment la base du marketing encore aujourd'hui,
même toi, par exemple, pour toi, dans le métier que tu fais en tant que média buyer, tu vois, c'est qu'à un moment, il travaille pour une compagnie aérienne, pas une énorme compagnie aérienne américaine, dans mes souvenirs. Je ne sais plus le nom de cette compagnie fictive, évidemment, dans la série. Et en fait, toutes les autres compagnies font des publicités pour vanter les caractéristiques de la compagnie. On a autant de pilotes, nos avions sont très récents, c'est génial, etc. C'est confortable. Et lui, en fait, il va créer en fait une publicité autour d'un récit, d'une expérience de voyage. Et en fait, c'est la première fois, si tu veux, que je voyais ça en fait à l'écran, de dire ouais, voilà, en fait, c'est ça. Le mec, il explique qu'on ne vend pas des caractéristiques d'une société, d'un produit. On vend du rêve. Il faut vendre du rêve. C'est ça le marketing, c'est vendre du rêve, c'est vendre une expérience à quelqu'un, plus que de vendre, on s'en fout de l'objet, on s'en fout de... Ça revient à « vendez-moi ce stylo » de Jordan Belfort, c'est vraiment la même démonstration. Mais cette série également, on se prend souvent des claques dans beaucoup d'épisodes de toutes ces saisons, puisque déjà le personnage est interprété là aussi avec brio. Il est vraiment génial. C'est des leçons de marketing quasiment à chaque épisode. Donc je la recommande aussi pour ceux qui n'ont pas fait. Alors c'est un classique, mais voilà. Tu sais, en plus, c'est des leçons de marketing un peu intemporelles, en vérité, dans tous les cas. C'est des leçons de marketing qui restent vraies dans tous les cas, quoi. Donc, après, il y a tout un tas d'autres séries, mais je ne vais pas non plus les énumérer mais ça fait déjà quelques séries sympathiques à regarder pour ceux qui ne connaissent pas, quoi. Il y en a beaucoup, et puis c'est vrai que du coup, c'est intéressant parce que je vois que du coup, c'est que des séries que moi, j'ai pas vues. Ah, voilà. Tu vas pouvoir te passer des bonnes soirées. Exactement. Tu avais des séries à conseiller, toi? Des séries à conseiller, je sais pas, mais moi, je suis un grand fan de. Alors, il y en a plusieurs qui m'ont beaucoup plu ces derniers temps. Dans le même registre que ce que tu viens d'évoquer, moi, j'ai vu Bernard Tapie il y a pas longtemps, la série, et je connaissais pas très bien le personnage, et du coup, je le découvre à travers cette série, et je trouve la série très bien écrite. J'ai vraiment beaucoup aimé. C'est vraiment le self-made man. Il était d'ailleurs autant adulé que méprisé, puisqu'en France, on n'aime pas la réussite de quelqu'un qui vient d'un milieu populaire. Ouais. Donc, c'est d'ailleurs bien mis en scène dans la série. Je trouve qu'il y a des moments qui sont assez beaux où tu vois, justement, vu que le mec vient d'un milieu populaire, dans la série, tu suis l'aventure et du coup, c'est le héros. Du coup, tu as envie de le voir réussir. Et du coup, tu vois qu'il se prend des crasses, tu vois qu'il y a des trucs qui sont pas cool. Tu fais putain, le mec, il donne tout ce qu'il peut, puis finalement, il se fait niquer. Et je trouve que du coup, ça vient créer du relief et de la nuance quand il doit prendre une décision difficile, typiquement quand il veut sauver une boîte, mais qu'il doit virer 200 personnes, et que du coup, dans l'opinion publique, il passe pour un gros enfoiré, alors qu'au bout d'un moment, la question est plus compliquée que ça, et que quand tu reprends à l'échelle humaine, tu fais oui, mais en fait, n'importe qui aurait fait la même chose, parce qu'à un moment donné, tu veux préserver ce que tu es en train de construire de tes mains depuis longtemps. Enfin, du coup, je trouve que c'est bien aussi, ça apporte de la nuance sur tout ça, justement. Dire, en fait, les choses sont toujours plus compliquées que ça. Il n'y a pas juste les gentils et les méchants. On est des humains, donc on est rempli de nuances. Et puis des fois, on fait des crasses, et puis des fois, on se comporte bien. Puis la vie, elle se rythme de trucs comme ça. Le monde des affaires est naturellement violent, de toute façon. C'est la jungle. Et c'est vrai que... Est-ce qu'il était animé on ne peut pas dire Bernard Tapie était méchant. Non, ça allait beaucoup plus loin que ça. C'est pas du tout... Je pense que c'était quelqu'un qui était bien plus sensible qu'il n'y paraissait, déjà, première chose. Alors, je ne vais pas dire que j'adule Bernard Tapie, tu vois, mais je pense que encore une fois, c'est une image de réussite qu'on devrait glorifier, alors qu'on lui a bien tapé dessus quand il est encore vivant, quoi. Même encore maintenant. Ouais, tout à fait. Une série intéressante. Mais c'est très très intéressante comme série. J'ai beaucoup aimé. Alors là, on va plus dans de la science-fiction et tout, mais j'ai beaucoup aimé Dark. Je sais pas si tu avais vu cette série. Je l'ai pas vu. Série allemande. Série allemande, ouais. Et en fait, c'est juste que le scénario est super bien, est super complexe, et super bien écrit. Et par exemple, je peux pas m'empêcher d'imaginer quand le scénario est arrivé face au réal et tout, ils se sont dit mais comment on va faire ça, tu vois? Comment on va faire ça pour que ce soit pas mal fait? Parce que je pense que n'importe qui peut mal le faire, et c'est quand même une belle histoire, tu vois? N'importe qui, mais ils l'ont fait avec brio. C'est très bien rythmé, c'est très bien découpé, et de telle manière à ce qu'il traite. Donc le sujet, c'est le voyage dans le temps dans Dark, et c'est un sujet qui est difficile et il est super bien réalisé. Et honnêtement, j'ai adoré cette série. Un peu dur de rentrer dedans au début, c'est assez lent. C'est ce qu'on m'a dit en fait, c'est très lent, très dur à comprendre. Ouais. Alors moi je suis un fan de David Lynch avec l'univers Twin Peaks, etc. Donc c'est bon, je connais bien, ça me dérange pas, mais j'ai pas eu l'occasion de la voir. J'ai repoussé, puis j'y pensais même plus, tu vois. Donc tu m'as rappelé je pense que ça te plairait, mais ouais, il faut rentrer dedans. Et en plus, je pense que ça parle à toutes les générations, justement parce qu'elle voyage dans le temps. Et du coup, tu as tous les âges qui se retrouvent. Enfin, tu as des personnages que tu suis, mais tu les vois à différents moments de leur vie. Et du coup, c'est un peu comme Stranger Things. Tu vois, ça, c'est des séries qui réunissent et qui font qu'en fait, tu peux les regarder, on va dire, en famille.
Parce que t'as autant les adolescents que les jeunes adultes, que les adultes, que même les grands-parents tout le monde va se retrouver là-dedans. Et dans Dark, je trouve que c'est très bien fait aussi, c'est que du coup, le public est très large. Par contre, faut s'accrocher. Parce que c'est hyper complexe. Et de temps en temps, ils font, tu sais, les fameux dialogues entre deux personnages où en fait, on voit que c'est une discussion qui est plutôt pour le spectateur, pour résumer et redire des choses pour être sûr, pour situer. Mais tu vois, il y a beaucoup de séries qui abusent de ça quand elles sont complexes. Elles le font à toutes les sauces. C'est bon, voilà, on fait discuter ces deux personnages-là, ils discutent entre eux, puis voilà, boum. Là, ça, vous êtes sûr que vous avez compris. Là, c'est bien amené, c'est rare. Du coup, t'as quand même pas mal de moments où t'es vraiment perdu. Et juste de temps en temps, il y a des moments, on va dire, clés où si t'as pas compris des trucs, tu vas vraiment plus rien comprendre à la suite. Où ils viennent, ils te prennent par la main, ils font, alors, si t'as pas compris, lui, c'est lui, un tel, il a fait ça. Et tu fais, oh, j'avais pas compris. C'était lui qui était méchant. Ah, non, et voilà. Et donc, je trouve ça bien. Bon, voilà. Dark. J'ai adoré. Ça, c'est ma série de cœur depuis très longtemps. J'ai adoré Kaamelott. Ah ouais, mais bon, Kaamelott. Alors, c'est pareil, il y a vraiment deux Kaamelott. Hein. Oui. Moi, j'aime le Kaamelott drôle, personnellement. Les 2-3 premières saisons qui sont vraiment exceptionnelles. 4 premières saisons, c'est après, ça part. Alors, je sais, je reconnais la qualité d'écriture d'Astier, mais bon, j'accrochais un peu moins. J'accrochais moins au côté un peu dark, etc. Tu vois. Même si les personnages étaient toujours excellents. Hein. Ouais. Mais oui, c'était très bien écrit. C'est marrant que t'aies pas aimé la suite. Moi, c'est ce que j'ai préféré. Enfin, ce qui m'a fait accrocher, c'est l'humour, les premières saisons. Tu vois, effectivement, toutes ces mécaniques. Enfin, c'est toujours très drôle. C'est l'humour qui me fait rire. Et la saison 5-6, du coup, avec le format 45 minutes et tout, j'ai trouvé ça génial aussi. Enfin, ça a mis de la douceur, ça a mis de la poésie, ça a mis des émotions assez fortes dans les personnages. Ça les a construits beaucoup plus, je trouve. Et ouais, non, j'ai adoré. Je crois même avoir lâché une petite larme à la fin de la saison. Non. Ouais, si. T'es vachement sensible. Tu l'as vu? Enfin, tu vois le final? Tu vois comment ça se termine, le film? Je me souviens plus exactement du final, je t'avoue. Une baignoire, Arthur. Ah oui, si, dans la baignoire, ouais. Ouais. Bah là, cette scène-là, j'ai lâché une petite larme. Oh non. Une série française, mesdames, messieurs, quand même. Faut quand même le dire. Ouais, totalement. Bon, et après, je suis un grand fan de séries que je pense que du coup, beaucoup de monde ont vu, mais Game of Thrones, Breaking Bad, qui sont des chefs-d'œuvre. Game of Thrones était tellement gâché à la fin que je ne veux même plus en entendre parler. J'ai même pas vu d'ailleurs House of Dragon parce que j'étais tellement traumatisé par la fin. Traumatisé par la fin, en fait, par la dernière saison. Traumatisé. Moi, j'ai beaucoup aimé House of Dragon. Là, j'attends la saison 2 avec impatience aussi. Paraît que c'est bien, ouais. Je trouve qu'on retrouve le Game of Thrones des premières saisons, qui est du coup bien réalisé, bien rythmé et qui chie pas sur le spectateur, quoi. qui te dit pas, bon, le scénario, on s'en fout, allez, et qu'on te fout des armées qui se téléportent et les personnages qui partent en couille sans trop prévenir. Oui, puis Arya s'est volée. Bon, c'est plus simple pour le scénar. On l'a fait voler, elle atterrit, puis on se débarrasse de l'arc principal que ça fait 8 saisons qu'on développe. Puis on n'en parle plus. Non, on n'en parle plus. Allez, on finit, on n'en peut plus. On n'en peut plus, c'est terrible. On la termine. C'est vrai que putain, Game of Thrones, la fin, quelle horreur. Quel gâchis. Dommage. Ouais, puis alors le côté de Troisième Reich, là, tu sais, tu te souviens de cette scène? Oui, bien sûr. Avec Daenerys, devenue une sorte d'Hitler avec les drapeaux. C'était grotesque, tu vois. Vraiment... Là, la bascule de ce personnage va beaucoup trop vite. Moi, je suis pas contre. Beaucoup trop vite. Non, je suis pas contre, mais c'est sur une saison que ça bascule d'AC. Ouais. Et il manque une saison de plus au minimum. Ce qui me saoule le plus, je pense, c'est que en fait, il y a des éléments qui créent la bascule du personnage, genre qui la rendent tarée. Et il y a, alors je vais pas spoil, mais donc il y a certains de ces éléments, notamment des pertes, donc émotionnelles, qui font qu'elle bascule. Mais honnêtement, les pertes en question, elles ont été faites, enfin elles ont eu lieu sur des erreurs de scénario, enfin sur des aberrations scénaristiques. Typiquement, je sais pas si tu vois, mais il y a une attaque à un moment donné avec une flotte qui, dans l'épisode d'avant ou même dans la scène d'avant, était à l'autre bout du continent et se retrouve là. Ouais. Et le fait qu'elle soit là, ça a des conséquences énormes sur ce qui se passe pour le personnage dont on parle et qui, du coup, vient justifier qu'elle bascule. Je fais, mais attendez, si elle bascule à cause de ça, faut au moins que le pourquoi et le comment, ça soit bien, parce que c'est pas, il n'y a pas d'éclaireur. La meuf est en guerre contre tout le continent. Il n'y a pas d'éclaireur. Une armée se téléporte. En bref, il y a trop de choses qui font que tu fais non, t'accroches pas. Tu décroches, et puis après, c'est ça, quand c'est plus crédible, au bout d'un moment, moi, j'y arrive plus. Ouais, c'est clair. Surtout quand ils ont posé un univers qui l'est, quoi. C'est ça. Quand au début, tu poses des codes et qu'après, tu chies sur les codes que tu as posés, ça fonctionne pas. Ok, écoute, on va peut-être conclure. On va conclure sur ce sujet. Sur ce sujet, je pense, pour cet épisode qui était déjà. Dites-nous dans les commentaires si vous avez des séries à recommander. Dites-nous pourquoi, comment.
Mettez un like. Des séries aussi. sur le business, ça serait bien. J'aime bien les séries sur le business. Ça serait bien. Puis en plus, effectivement, c'est quand même le lieu où parler de business, donc c'est bien de mettre. Puis ceux qui connaissent profitent. Dites-le moi, parce que ça, je me sens seul, là, j'ai l'impression que personne ne connaît ça. Quand j'en parle autour de moi, personne ne connaît, tu vois. Alors que c'est une série tellement géniale. Donc, voilà. Il y a des trucs comme ça qui sont des fois pas mis à l'honneur, alors que nous, on a un gros coup de cœur sur un truc. On fait, mais c'est dingue, personne n'a aimé ce truc-là ou personne ne connaît. Et tu fais, c'est génial. Et ça doit être dur pour les gens qui réalisent, qui créent des trucs comme ça. Un peu comme ce podcast qui est génialissime, qui n'a pas la visibilité qu'il mérite. Mais non, mais vraiment, quand tu crées des trucs qui sont vraiment bons et que c'est un souci de com, j'imagine, du coup. Tu passes 2-3 ans de ta vie à bosser d'arrache-pied pour faire sortir une série, un film, etc. Puis finalement, tout le monde s'en fout. Tout le monde s'en tape, on chie dessus, c'est nul. Et les quelques personnes qui l'ont vu, ils te disent, c'est génial. Ouais, ce que vous avez fait est génial, n'en doutez jamais. Ouais. Ils font, ouais, bah d'accord, mais le public est pas là, quoi. Vous êtes deux. Vous êtes deux à me dire ça. C'est dur, hein. C'est dur. Le monde est injuste un peu sur ça. Des fois, tu peux te déchaîner sur un truc et pas avoir les résultats que tu mérites réellement. Il y a contrario, il y a parfois des films qui sont des grosses bouses ou des séries qui ne méritent pas leur succès non plus. Ah bah non, mais clairement. Mais bon. Un peu comme les influenceurs, finalement. Ouais, tout à fait. Tu veux qu'on parle un peu de la retraite ? Pour toi, c'est bientôt. Salopard. Écoute, je propose qu'on conclue d'ailleurs sur ce sujet. Ouais, de toute façon, c'était quoi le sujet d'après ? Non, après, c'était d'autres sujets, mais moins importants. Effectivement, de toute façon, l'heure tourne. Ouais, l'heure tourne, voilà. Donc, ouais, retraite. Non, écoute, la retraite, comme beaucoup de gens, je pense que j'y pense sans y penser. C'est-à-dire que j'ai beau avoir plus de 40 ans, je me dis aussi, est-ce que j'aurai une retraite ? De toute façon, je serai plus ici, je serai plus en France. À ce moment-là, il y a de grandes chances, du moins. Il faut jamais dire jamais, mais non, j'essaie simplement de faire des placements agressifs, on va dire, tu vois, plus agressifs possible sur tout un tas de secteurs différents. C'est-à-dire, les cryptos, je suis très exposé, un peu trop peut-être. Sur la partie également bourse traditionnelle, je commence à être bien exposé également. Un petit peu d'immobilier, j'ai vraiment très peu d'immobilier puisque j'ai simplement une maison que j'ai en location, une maison meublée, j'ai en location, c'est tout. J'en aurai sans doute plus, mais pas en France. Trop de problèmes, et c'est de plus en plus... alors déjà en termes de taxes, mais il n'y a pas que ça, c'est aussi les problèmes qu'on peut avoir avec des locataires, j'en ai eu. Ouais. Mon père qui a fait beaucoup d'immobilier en France a eu énormément de problèmes également. Je connais un ami qui fait beaucoup d'immobilier, qui a beaucoup de problèmes. D'ailleurs, c'est quelqu'un que j'aimerais interroger, il s'appelle Charlie. J'aimerais qu'il participe à ce... Il m'a déjà donné son accord, mais il faudra qu'on trouve une date pour qu'il puisse participer à ce podcast. Il a une grosse expérience dans l'immobilier, très très grosse. Quelqu'un de très intéressant, mais il a beaucoup de soucis aussi. D'ailleurs, ça m'a fait marrer. Il a fait une story le week-end passé avec comment dire, il se laisse pas faire. Lui, c'est pas quelqu'un qui se laisse faire, avec un de ses locataires qui payait plus le loyer, etc., qui avait bousillé, je sais pas quoi. Ouais. Il a pris un pistolet à colle, en fait, et il a collé l'ensemble des fenêtres et des portes, tu sais, sur la jointure. On a il rentre plus chez lui. Il peut plus rentrer. Non, c'est quelqu'un qui me fait marrer. Il a compris les codes de l'immobilier. Il a compris les codes de l'immobilier. Mais voilà, donc l'immobilier, donc je fais du SCPI, c'est-à-dire tu vois, tu investis dans une société qui fait de l'immobilier. C'est un peu plus sûr, on va dire, à mon niveau, j'entends. Ou un prenant aussi. Ou un prenant également, je m'en occupe pas. J'en ferai sans doute un peu plus tard à l'étranger. Ouais. Et puis, je fais du private equity également, donc j'investis. Je place quelques billets également dans des sociétés qui investissent pour moi, grosso modo, dans d'autres projets. J'aimerais bien faire un peu d'investissement dans des startups, mais j'ai plus assez de fonds en ce moment pour le faire. Et je sais pas où faire ça. C'est quelque chose qui m'intéresse, tu vois, parce que tu peux très bien placer des billes dans 10 startups différentes, en perdre l'équivalent de tout ce que tu as mis sur 9 startups, puis il y en a une qui peut te faire fois 1000, quoi. Bien sûr. Donc c'est intéressant, mais je connais pas suffisamment au jour d'aujourd'hui. Donc j'essaie de faire un maximum de placements, voilà, c'est tout. Je pense pas à la retraite telle que le pensent les Français qui manifestent dans la rue en se disant oui, la retraite à 67, je sais même plus quel âge c'est, 67 ans, peu importe. Ouais. Mais 60, ce sera 70 après. Si t'es à l'étranger, tu la toucheras, ta retraite française? Bien sûr. Donc si tu avais été expatrié... Bien sûr, j'ai le droit à la retraite, j'ai cotisé pour la retraite, j'ai le droit de toucher ma retraite. Mais uniquement sur le temps de travail que tu as fait en France. Évidemment, bien sûr. Sur ce que j'ai cotisé dans une caisse de cotisation française. D'accord. Mais oui, bien sûr. Donc en étant résident fiscal à l'étranger, tu peux quand même toucher ta retraite. Non, mais ça fait par sens. Exemple, pour la Thaïlande, tu as pas mal de gens. Alors, ils sont crachés dessus par les bobos gauchistes, mais bon, ça, c'est notre histoire. Mais il y a beaucoup de gens, par exemple, qui ont beaucoup travaillé dans leur vie,
qui ont donc une retraite confortable et qui partent à l'étranger, notamment en Thaïlande. Tu as un visa retraite, visa retraité. Tu demandes un visa et tu finis ta vie tranquillement au soleil, en profitant effectivement du pouvoir d'achat que tu as là-bas. Du pouvoir d'achat que tu as là-bas, etc. Ouais, ça fait bien sûr, ça fait sens. Les gens râlent parce que du coup ils dépensent pas leur pognon en France, c'est ça? Exactement, parce que les jeunes se disent ouais, c'est boomer, etc. Ils touchent des retraites énormes alors que nous on galère, etc. Le chômage, le machin. Ils n'ont pas volé leur pognon non plus. Ils ont cotisé, ils ont travaillé à une époque. Mais bon, tu sais, de toute façon, la gauche critique toujours tout à partir du moment où il y a de l'argent en jeu et que des gens en profitent. Donc, mais non, ils n'ont pas volé leur argent. Donc oui, il y a des solutions pour aller à l'étranger avec la retraite française et donc l'équivalent en termes de devise fait que le changement de devise fait que ça peut être super intéressant même. Avec 2000 € de retraite, par exemple, en Thaïlande, tu dis je suis bien. T'as une villa et tout est bien. Ouais, t'es bien. Ouais, c'est donc donc j'y pense sans y penser, mais j'essaie de faire un maximum d'investissement et de mettre un maximum d'argent sur le côté. Tu comptes pas dessus, quoi. C'est pas un truc sur lequel tu t'appuies. Je compte pas dessus du tout. Je compte sur moi pour faire ça. Je compte sur mes propres sources et entre guillemets mon intelligence de placement, tu vois, en sachant que on se plante, ça m'arrive de me planter, mais on peut se planter, mais il faut diversifier, quoi. Pour investir dans les startups, je crois que c'est Anthony Bourbon qui a créé un... Ouais, c'est pareil. Une formule dans laquelle tu peux effectivement mettre un billet, et puis t'as une petite partie d'une start-up, etc. C'est le même principe que les SCPI, d'ailleurs, dans l'immobilier, c'est grosso modo pareil. Ouais. Mais oui, tout à fait. Donc j'y pense, sans y penser. Voilà. Okay. C'est pas pour tout de suite non plus, quand même, j'espère. C'était encore un peu de temps. Voilà, écoute. Je te propose qu'on en reste là. Bon, merci beaucoup à tous. Merci de nous avoir suivis jusque-là. Je vous invite à mettre un like, un commentaire, à vous abonner, à activer la cloche. 5 étoiles sur Apple Podcast. Si vous écoutez sur la partie audio et puis évidemment sur YouTube des commentaires, du partage. Tu as raison de le signaler, c'est vrai que les gens nous écoutent aussi. Donc, interagissez avec nous, ça nous aide beaucoup. N'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas à me suivre sur ma chaîne YouTube. Je fais mon auto-promo. Exactement. Si vous avez des besoins business, e-commerce, etc., n'hésitez pas à nous contacter également. On a nos agences, on fait du service aussi. Et puis si vous avez des questions, des sujets que vous aimeriez qu'on aborde, n'hésitez pas à le dire en commentaire également. Si vous êtes quelqu'un d'intéressant et que vous voulez passer dans Hors des Clous, n'hésitez pas à mettre votre candidature également par mail. On ne sait jamais. Vous êtes les bienvenus si vous avez... Il faut avoir un truc à raconter, quoi. Il faut avoir un truc à raconter, une expertise. Sûr que si vous dites, je suis au chômage depuis 30 ans, j'adore ça. Remarque, 30 ans de chômage, c'est intéressant à écouter. C'est intéressant à écouter, c'est clair. C'est une expérience de vie qui mériterait d'être partagée. Mais si vous avez des choses que vous pensez pertinentes à raconter, vous avez c'est assez libre comme sujet, on parle un peu de tout et de rien. Donc juste, faut que ce soit pertinent. Mais voilà, merci à tous et puis à très 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 bientôt. Et puis à très bientôt pour le prochain épisode. Allez, c'est parti. Pour le jingle. C'était un plaisir, Romain. Toujours un plaisir d'être Toujours un plaisir. À très bientôt. À très bientôt. Bye bye tout le monde. Bye.